Parfois, les choses que nous aimons le plus sont aussi celles qui finissent par nous briser le cœur. Pendant 20 longues années, Margaret Stone avait observé le lent effondrement du moulin familial, tandis que tout le monde en ville la prenait pour une insensée. On disait qu'elle s'accrochait à des ruines sans valeur, qu'elle gaspillait sa vie à tenter de sauver un monument que le temps avait déjà condamné. Pourtant, elle persistait. Quelque chose, au fond d'elle, murmurait que cet endroit n'avait pas encore cessé d'exister, qu'il conservait une importance que les autres ne voyaient plus. Le vieux bâtiment se dressait toujours, immobile et digne, contre le ciel bleu des montagnes. Ses grandes roues de bois n'avaient pas tourné depuis la mort de son père. Chaque mois apportait de nouvelles factures qu'elle peinait à payer, et des voisins qui, derrière des sourires polis, répétaient qu'elle faisait fausse route. Mais malgré tout, Margaret refusait de lâcher prise. Son fils Samuel, 12 ans, ne prêtait pas la moindre attention à ses murmures. Pour lui, le moulin était un royaume d'aventure. Il adorait en explorer les recoins obscurs, toucher les poutres massives patinées par des générations de mains, écouter le murmure du ruisseau qui courait sous les planches disjointes. Là où les autres ne voyaient que la décrépitude, lui percevait une étrange poésie. Là où tous imaginaient l'échec, il entrevoyait un potentiel intact. Et lui seul semblait pressentir que son arrière-grand-père avait peut-être caché dans ses murs de bois un secret capable de transformer la destinée d'une famille entière. Ce matin-là, la vallée de Pine Ridge baignait dans une brume tendre qui s'attardait comme une vieille amie réticente à prendre congé. Margaret se tenait dans sa cuisine, les mains entourant une tasse de café encore fumante. À travers la fenêtre, elle observait les premiers rayons du soleil percer doucement le brouillard, illuminant la base de pierre du moulin. Le bâtiment, figé dans le silence depuis 2 décennies, dominait toujours le paysage avec la même obstination tranquille qui avait caractérisé son père. Elle buvait lentement, savourant le parfum du café et celui des souvenirs qui remontaient inévitablement. La tasse, ébréchée, appartenait autrefois à sa grand-mère. Un des rares objets encore intacts, comme un vestige tangible de ce qui avait été autrefois une vie solide, ordonnée, pleine de sens. Son arrière-grand-père avait construit le moulin en 1892, de ses propres mains, choisissant précisément cet emplacement où Clear Creek faisait un léger coude, assurant un débit constant toute l'année. Dans les récits de son père, Margaret revoyait les samedis matins où les charrettes formaient une file devant la grande porte, où le bruit des meules grinçantes résonnait jusque dans les collines. À cette époque, le nom Stone évoquait respect et loyauté dans toute la vallée de Pine Ridge. Aujourd'hui, il n'évoquait plus qu'obstination et folie douce. « Maman, je peux aller au moulin après le petit déjeuner ?» demanda Samuel, surgissant dans l'encadrement de la porte, les cheveux en bataille et les yeux brillants d'excitation. Il avait l'âme d'un vieux sage perdu dans un corps d'enfant. Tandis que d'autres garçons de son âge vivaient absorbés par les écrans, lui remplissaient des carnets entiers de croquis du moulin, notant chaque détail, chaque variation de lumière filtrant par les fenêtres brisées. Margaret aimait sa passion, même si elle savait que certaines énigmes n'étaient pas faites pour être résolues, mais simplement préservées. « Tu sais ce que je t'ai dit ?» répondit-elle en se tournant vers lui. « Tu restes loin des planches pourries du 2e étage, et tu ne t'approches pas du mécanisme de la roue sans moi. » Le garçon hocha la tête, déjà prêt à partir, son carnet serré contre lui comme un trésor. Un bruit de gravier écrasé sous des pneus la détourna aussitôt de ses pensées. À travers la vitre, elle aperçut Emma Caldwell descendre de son vieux pick-up, un plat couvert entre les mains. Emma était son amie d'enfance, l'un des rares visages bienveillants qui ne la jugeait pas pour son attachement au moulin. « Bonjour, Margaret. » lança Emma en frappant à la porte. « Je t'ai apporté un peu de ce pain de maïs que tu aimes. » Emma entra avec la simplicité chaleureuse qu'elle avait toujours eue. Elle emplissait la maison d'une présence réconfortante, solide comme une promesse. « Tu n'es pas obligé de nous nourrir en permanence, » dit Margaret en déposant le plat sur le comptoir. « Ne dis pas de bêtises. Et puis, ça me donne une excuse pour venir vérifier que tu tiens bon. » Elle s'installa à la table, familière, sereine. « Alors comment ça va, vraiment ?» Margaret hésita un instant, jetant un regard vers le salon où Samuel fouillait dans ses crayons. « Harrison, de la banque, a encore appelé hier. » Le visage d'Emma se durcit. Depuis qu'il avait repris la direction de la banque locale, Thomas Harrison faisait planer une ombre glaciale sur toute leur rencontre. Contrairement à son prédécesseur, qui connaissait les Stones depuis des générations, Harrison n'avait ni patience ni attachement pour l'histoire du lieu. Qu'est-ce qu'il voulait cette fois? Rien de nouveau. Les impôts en retard, les risques liés à l'état du moulin, mon supposé manque de réalisme et cette fois,
il m'a parlé d'un acheteur potentiel. Une société de développement venue de Denver. Emma fronça les sourcils. Une société de développement? Pour acheter un moulin à moitié en ruine? Qu'est-ce qu'ils pourraient bien en faire? Harrison dit qu'ils veulent des terrains en montagne, avec un accès à l'eau. Probablement pour construire des résidences secondaires. Ou un petit complexe touristique. Elle haussa les épaules, mais son geste trahissait son inquiétude profonde. Il a insinué que je serais folle de refuser l'offre. Samuel réapparut soudain, son carnet sous le bras. Je peux y aller maintenant, maman? Margaret acquiesça doucement. Elle le regarda s'éloigner en courant sur le petit sentier, le cœur serré. Vendre le moulin réglerait leurs dettes. Leur offrirait peut-être un avenir plus stable. Mais cela arracherait aussi quelque chose de fondamental à son fils. Ce gamin est exceptionnel, dit Emma en suivant du regard la silhouette de Samuel. Il voit ce que nous avons oublié de regarder. Margaret servit du café et s'assit à son tour. Son père était pareil. David disait que le moulin avait des histoires à raconter, si on prenait le temps de les écouter. Emma posa une main douce sur celle de son ami. David serait fier de toi, tu sais. Fier que tu te battes pour garder ça dans la famille. Parfois, je me demande si je ne suis pas simplement têtu, murmura Margaret, la voix rauque d'émotion. Le moulin ne rapporte plus un centime depuis la mort de papa. Les machines sont irrécupérables. Je n'ai pas les moyens de le restaurer. Et peut-être que Harrison a raison, peut-être que je rêve. Emma se redressa, le regard flamboyant. Écoute-moi bien, Margaret Stone. Ton arrière-grand-père n'a pas construit ce moulin pour devenir riche. Il l'a bâti pour servir la communauté. Pour laisser une trace. Ton père le savait. David le savait aussi. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'héritage. Margaret sentit une chaleur douloureuse monter dans sa poitrine. Oui, un héritage. Quelque chose qu'on ne mesure pas en dollars, mais en souvenirs, en valeurs, en obstination. Et pourtant elle ne pouvait pas non plus ignorer la réalité. Les dettes. Les doutes. Le poids du regard des autres. Ce fardeau silencieux qu'elle portait seule depuis tant d'années. Mais ce que Margaret ignorait encore, c'est que Samuel, lui, était sur le point de faire une découverte capable de bouleverser non seulement leur vie, mais celle de toute la vallée de Pine Ridge. Car enfoui quelque part dans les entrailles du moulin, son arrière-grand-père avait laissé un indice. Une clé. Un secret que personne n'avait su déchiffrer depuis plus d'un siècle. Et cet enfant, avec sa curiosité inébranlable et son regard rempli de lumière, était peut-être le seul capable de l'entendre. Comme si les vieilles fondations murmuraient encore, appelant celui qui voulait bien les écouter. Car certains lieux, même en ruine, refusent obstinément de mourir. Ils attendent simplement le cœur qui saura les comprendre. Le monde avait changé, oui, mais cela ne signifiait pas que le vieux moulin devait perdre sa raison d'être. Margaret se répétait les paroles d'Emma comme un mantra fragile, cherchant à y croire. Pourtant, la pile de factures non payées, étalée comme une accusation silencieuse sur le comptoir de sa cuisine, racontait une autre vérité. Les impôts fonciers, l'assurance, les réparations essentielles, l'ensemble dépassait largement ce que son petit emploi à temps partiel à la bibliothèque du comté pouvait couvrir. Depuis 3 ans déjà, elle puisait dans la modeste police d'assurance vie de David. Aujourd'hui, il n'en restait presque plus rien. La sonnerie du téléphone interrompit brusquement ses pensées. Sur l'écran, un nom. Elle soupira. Harrison, encore. Encore lui? Demanda Emma en fronçant les sourcils. Margaret hocha la tête et laissa l'appel filer vers la messagerie. Elle savait déjà ce qu'il dirait, les mêmes mots répétés depuis des mois, la propriété était un fardeau financier. Le moulin était dangereux, vétuste, inutilisable. Et surtout, ce que Harrison ne manquait jamais de rappeler, l'offre de la société de développement immobilier était généreuse et ne resterait pas éternellement sur la table. Il ne va pas abandonner, murmura Margaret. Et toi non plus, répondit Emma, son regard brillant d'une certitude inébranlable. Tu as le sang des Stone dans les veines. Ton arrière-grand-père n'a pas cédé quand la compagnie ferroviaire a voulu l'exproprier. Ton père n'a pas cédé non plus lors de la grande sécheresse de 78. Tu n'es pas femme à capituler. Margaret appréciait la confiance d'Emma, mais la réalité, froide et rude, continuait de peser sur elle.
Samuel entrerait au lycée bientôt, puis, si la vie le leur permettait, à l'université. Le garçon était brillant à un éclat rare, presque fulgurant, et elle voulait lui offrir un avenir plus vaste que ce que Pine Ridge Valley pourrait lui donner. Comment justifier de s'accrocher à un moulin en ruine quand le vendre pourrait garantir l'avenir de son fils? À travers la fenêtre, elle aperçut Samuel assis sur la marche du vieux moulin, penché sur un dessin dans son carnet, concentré comme si le monde autour n'existait plus. La vue lui serra le cœur, entre amour profond et inquiétude lancinante. Emma souffla elle. Et si je me trompais? Et si garder le moulin n'était qu'un acte d'égoïsme déguisé en nostalgie? Emma resta silencieuse un long moment, pesant ses mots. Margaret, je te connais depuis que nous avions l'âge de Samuel. L'égoïsme n'a jamais fait partie de toi. Si tu tiens à ce moulin, ce n'est pas par caprice. C'est parce que, quelque part en toi, tu sens qu'il a encore un rôle à jouer. Margaret acquiesça, même si le doute continuait de ronger son esprit. Oui, le moulin semblait encore habité d'un sens, comme s'il attendait quelque chose. Mais quoi? Et combien de temps pouvait-elle se permettre d'attendre, alors que les factures s'accumulaient et que la pression de Harrison devenait étouffante? Samuel surgit alors en courant depuis le moulin, le visage rougi par l'excitation, son précieux carnet serré contre sa poitrine. Maman. Emma. Vous devez voir ce que j'ai trouvé. Les deux femmes échangèrent un regard. Les découvertes de Samuel concernaient d'ordinaire des formations de roches étranges ou des nids d'oiseaux insolites, des trésors pour un garçon de 12 ans, moins pour les adultes. Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Demanda Margaret, tâchant de refléter son enthousiasme. Samuel ouvrit son carnet et sortit délicatement une feuille de papier jauni, fragile, dont les bords s'effritaient. Elle était coincée derrière une pierre lâche dans les fondations du moulin. Je dessinais les pierres quand j'ai remarqué que celle-ci était différente. Margaret prit le document comme on prend un souvenir sacré. L'écriture, bien que pâlie, restait lisible. Elle reconnut presque immédiatement la calligraphie caractéristique de son arrière-grand-père, qu'elle avait vue dans de vieilles lettres familiales. « Qu'est-ce qu'il a écrit » demanda Emma, se penchant davantage. Les mains tremblantes, Margaret lut à voix haute. « À mes descendants qui portent le nom des Stone. Ce moulin renferme davantage que des souvenirs. Ce qui nourrit le corps peut aussi nourrir l'âme. Mais seuls ceux qui comprendront la véritable vocation du moulin découvriront le trésor sans mesure. Ne cherchez point parmi les meules. Cherchez ce qui repose sous la roue elle-même. L'eau connaît le chemin. » Le silence tomba dans la cuisine, profond, presque solennel, seulement rythmé par le tic-tac de l'horloge murale. Margaret relut le message 2 fois, comme si sa mémoire refusait d'admettre ce qu'elle voyait. « C'est son écriture, murmura-t-elle. Et il a signé, ajouta Samuel avec fierté. Regarde, Jeremiah Stone. 1943. Emma approcha un peu plus, fascinée. Un trésor sans mesure, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Je n'en ai aucune idée, répondit Margaret en secouant la tête. Papa n'a jamais parlé d'un secret à propos du moulin. Peut-être qu'il ne le savait pas, suggéra Samuel. Peut-être que l'arrière-grand-père a gardé ça pour une raison. Le visage rayonnant de Samuel fit fléchir le cœur de Margaret. Elle connaissait cette expression. C'était la même que David arborait lorsqu'il parlait de restaurer le moulin, de faire revivre ses pales, de rendre sa fierté à la vallée. C'était le regard de ceux qui croient en l'impossible. Samuel, mon cœur parfois, ce genre de papier. Maman, écoute, l'interrompit-il, soudain sérieux comme rarement. J'étudie la construction du moulin depuis 2 ans. Je connais chaque pierre, chaque poutre. Ce papier n'était pas là par hasard. Il voulait que quelqu'un le trouve. Emma plissa les yeux en relisant la note. L'eau connaît le chemin. C'est une phrase étrange. Et ton arrière-grand-père était un homme réfléchi, Margaret. Il ne laissait rien au hasard. Margaret voulut rejeter tout cela comme une envolée poétique d'un autre temps. Mais un souvenir remonta à la surface. Son père lui avait souvent répété que Jeremiah Stone était un visionnaire, un homme qui bâtissait pour l'avenir, prévoyant loin, très loin. Il avait conçu le moulin pour traverser les générations, choisissant matériaux et techniques avec une précision presque obsessionnelle. « Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire » demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. Les yeux de Samuel s'illuminèrent d'une ferveur irrésistible. «
On doit enquêter. On doit découvrir ce qu'il voulait dire à propos de ce qui se trouve sous la roue. Margaret se tourna vers Emma, qui acquiesça. Cela ne peut pas faire de mal d'aller voir. Et cela t'aidera peut-être à mieux comprendre le moulin, que tu choisisses de le garder ou non. C'est ainsi que, cet après-midi-là, Margaret se retrouva debout devant la vieille roue hydraulique pour la première fois depuis des mois. Elle évitait habituellement cet endroit, voir cette structure massive jadis vibrante de vie, aujourd'hui immobile, couverte de mousse et de silence, lui brisait le cœur. Samuel était déjà accroupi à la base de la roue, scrutant chaque pierre du regard minutieux de l'explorateur. « Regarde, maman. La maçonnerie ici n'est pas la même que partout ailleurs. Les blocs sont plus grands, et les joints plus étroits. On dirait une construction différente. » Margaret s'agenouilla à côté de lui, glissant ses doigts sur les anciennes pierres. Il avait raison. Cette partie du moulin semblait bâtie avec un soin particulier, presque solennel, comme si Jeremiah Stone avait voulu cacher quelque chose d'important. « Qu'est-ce que ça signifie » demanda-t-elle en murmurant. Samuel feuilleta rapidement son carnet rempli de croquis détaillés. « Je crois qu'il a construit quelque chose ici. Quelque chose qu'il voulait protéger. » En observant les dessins de Samuel, une sensation étrange s'éveilla en Margaret, une sensation oubliée, fragile, mais lumineuse, l'espoir. Peut-être qu'Emma avait raison. Peut-être que le moulin avait encore un rôle à jouer. Peut-être que Jeremiah Stone leur avait laissé un héritage plus grand que des souvenirs. Un héritage qui venait enfin de commencer à parler. Le soleil déclinait derrière la ligne majestueuse des montagnes, drapant la cour du vieux moulin de longues ombres bleuâtres. L'air portait cette fraîcheur du soir qui annonçait la fin d'une journée et le début d'un autre mystère. Margaret savait qu'il devrait déjà être en route vers la maison, mais quelque chose la retenait, comme si une force invisible l'incitait à rester un instant de plus près de la grande roue immobile. « Demain, murmura-t-elle, la voix chargée d'un mélange d'appréhension et d'espoir. Demain, on reviendra examiner tout cela de plus près. » Samuel, rayonnant d'enthousiasme, replia soigneusement l'ancienne lettre et la glissa dans son carnet, comme s'il rangeait un trésor fragile. En marchant vers la maison, Margaret avait la sensation étrange de se tenir au seuil de quelque chose d'immense. Elle ignorait encore ce qu'il pourrait découvrir sous les eaux du ruisseau, mais pour la première fois depuis des années, elle sentait naître en elle une impatience nouvelle, une volonté presque fébrile d'affronter le lendemain. Derrière eux, le moulin se dressait en silhouette contre le ciel du soir, massif, silencieux, presque vivant. Il gardait ses secrets pour une nuit de plus. Le lendemain, l'air vif des montagnes semblait chargé de promesses. Cette clarté cristalline donnait l'impression que tout était possible. Margaret avait très peu dormi. Toute la nuit, les mots de son arrière-grand-père avaient tourné dans son esprit, ce qui se trouve sous la roue elle-même l'eau connaît le chemin. Elle avait passé des heures à fixer le plafond, déchirée entre excitation et scepticisme. Était-elle sur le point de se lancer dans une quête insensée ou de découvrir quelque chose dont elle n'osait même pas rêver? En descendant les escaliers, elle trouva Samuel assis à la table de la cuisine, déjà habillé, le carnet ouvert devant lui, et une petite lampe torche soigneusement placée à côté et les outils d'une véritable expédition. « J'ai pensé à la lettre toute la nuit, » dit-il, la voix vibrante d'impatience. L'eau connaît le chemin et si arrière-grand-père parlait du ruisseau lui-même? Et s'il avait laissé quelque chose là où l'eau touche la roue? Margaret le regarda longuement. À 12 ans, Samuel avait une logique et une intuition qui impressionnaient même les adultes. Ses professeurs évoquaient souvent son talent particulier pour repérer les motifs et les connexions que les autres ne voyaient pas. « D'accord, » finit-elle par dire. « Après le petit déjeuner, on ira regarder de plus près. » Ils se mirent en route vers le moulin, tandis que la rosée matinale perlait encore sur les grandes herbes qui bordaient les fondations du bâtiment. La roue, haute de près de 9 mètres, dominait le paysage. Construite en chêne massif, patinée par le temps jusqu'à une teinte argentée, elle semblait porter en elle une dignité silencieuse, un vestige d'un autre âge. Samuel se précipita vers la base de la roue, là où elle rencontrait le cours du ruisseau. Le canal d'origine avait été creusé dans le lit naturel du ruisseau par l'arrière-grand-père de Margaret, un travail d'ingénierie précis et patient. « Maman, viens voir. » lança Samuel, la voix serrée d'excitation. Margaret s'agenouilla près de lui. Il lui montra un petit symbole gravé dans l'une des pierres de fondation, une roue de moulin stylisée, sous laquelle semblait s'écouler un filet d'eau. « Je ne l'avais jamais remarqué, » murmura Margaret en passant délicatement le doigt sur le symbole. Il était recouvert de mousse,
expliqua Samuel. Quand je l'ai dégagé, regarde. Il écarta encore un peu la boue et la mousse, révélant que ce symbole n'était en réalité qu'une petite partie d'une gravure bien plus grande. Des marques supplémentaires apparurent, une flèche pointant en aval, accompagnée de minuscules signes qui pourraient être des lettres, des chiffres ou un code. Le cœur de Margaret s'emballa. Tout cela n'était pas dû au hasard, son arrière-grand-père avait intentionnellement marqué cet endroit. « Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis » demanda-t-elle. Samuel rouvrit la lettre et relut les phrases avec application. « Ne cherche pas au meule ce que tu désires mais à ce qui repose sous la roue elle-même. L'eau connaît le chemin. » Il releva les yeux, brillant d'excitation. Et s'il y avait quelque chose caché dans le canal? Quelque chose sous l'eau? Margaret observa le ruisseau. L'eau était limpide, mais la profondeur suffisante pour rendre le fond difficile à distinguer. Le canal faisait environ 1,20 m de large, taillé de manière experte pour canaliser l'eau avec puissance et précision. Il faudrait que ce soit quelque chose d'imperméable, dit-elle pensivement. Quelque chose qui ait pu rester dans l'eau pendant des décennies. Mais Samuel n'écoutait plus. Déjà, il retroussait ses manches. Samuel, attends. Trop tard. Il avançait déjà dans le ruisseau, l'eau glacée lui montant aux genoux. Margaret sentit un frisson d'inquiétude mais aussi un élan de fierté devant sa détermination. Les pierres ici sont différentes, cria Samuel. Elles n'ont rien d'un lit de ruisseau naturel. Elles ont été placées là. Arrière-grand-père les a posées exprès. Margaret retira ses chaussures et le rejoignit dans l'eau, étouffant un cri lorsque le froid mordant lui saisit les jambes. Ensemble, ils palpèrent les pierres, cherchant quelque chose qui trahirait une présence étrangère. Ici, dit Samuel, triomphant. Margaret se rapprocha. Entre deux grosses pierres de fondation, ses doigts rencontrèrent l'arête d'un objet lisse et dur, enveloppé d'une matière résistante. Ensemble, ils dégagèrent l'objet avec précaution. Ce qu'ils sortirent de l'eau ressemblait à un paquet de la taille d'un livre, soigneusement enveloppé dans du cuir huilé à un matériau choisi pour résister au temps et à la force du courant. Trempés jusqu'aux os mais galvanisés, ils s'assirent sur un tronc d'arbre et délièrent la pochette de cuir. À l'intérieur, protégés comme des reliques sacrées, reposait une nouvelle lettre et une carte minutieusement dessinée. La main tremblante, Margaret lut à haute voix. « Mes chers descendants. Si vous trouvez ce message, c'est que vous possédez la persévérance et la sagesse que j'espérais transmettre à notre lignée. Le moulin que j'ai bâti remplit un rôle dépassant largement celui de moudre le grain, rôle que très peu ont jamais soupçonné. » Elle s'arrêta un instant, submergée. Samuel l'encouragea du regard. Alors elle reprit. Durant les années difficiles des années 1930, j'ai découvert que la montagne dissimulait plus de richesses que la plupart l'imaginent. Le ruisseau qui alimente notre moulin transporte des traces d'argent et d'or provenant de dépôts situés plus haut. J'ai passé 20 années à recueillir discrètement ce que la montagne offrait, le mettant à l'abri pour le jour où notre famille en aurait besoin. Margaret sentit ses mains trembler. Sa gorge se noua. Ce que j'ai caché assurera la sécurité de nombreuses générations de Stone, si vous en faites un usage avisé. Mais ce secret doit demeurer dans la famille jusqu'au moment opportun. Le véritable trésor du moulin ne repose pas en un seul endroit, mais dans un système que j'ai conçu. Suivez la carte pour trouver la première cachette. Chaque découverte vous mènera à la suivante, jusqu'à ce que vous ayez récupéré tout ce que j'ai mis de côté pour vous. La lettre était signée, Jeremiah Stone 15 octobre 1943. Samuel se pencha au-dessus de la carte. Celle-ci représentait le terrain du moulin avec une précision remarquable, des arbres, des rochers, des sentiers, des marques discrètes et un réseau de symboles, comme une série d'indices enchaînés. Maman souffla Samuel. Il disait la vérité. Il y a vraiment un trésor. Margaret resta immobile, sidérée. Pouvait-on y croire? Son sens pratique lui soufflait que tout cela relevait du romanesque. Et pourtant la lettre était authentique, la carte aussi, et le paquet avait survécu pendant près de 8 décennies sous l'eau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Samuel, la voix tremblante d'excitation. Margaret inspira profondément. Elle sentit dans l'air froid du matin une énergie nouvelle, une volonté qui l'habitait depuis la veille mais qui, maintenant, prenait racine. Le moulin semblait les observer, silencieux, patient, prêt à révéler un siècle de secrets. Elle referma délicatement la carte et glissa la lettre contre son cœur. Maintenant, répondit-elle,
la voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait: on suit le chemin que ton arrière-grand-père nous a laissé. Et ce jour-là, au bord du vieux moulin, une quête familiale commença enfin. Avant même que Margaret ne puisse répondre, un bruit de moteur rompit le calme des montagnes. Entre les troncs sombres des sapins, elle aperçut une berline noire qui avançait lentement dans leur allée de gravier. Même à cette distance, elle reconnut aussitôt la voiture, celle de Thomas Harrison, le représentant de la banque. Une crispation instinctive lui serra la gorge. « Vite !» murmura-t-elle en réenveloppant soigneusement les documents dans la pochette de cuir. « On ne peut laisser personne voir ça. » Ils se pressèrent vers la maison, le cœur de Margaret battant à tout rompre. La présence de Harrison ne pouvait pas être une coïncidence. Depuis des mois, il insistait pour qu'elle vende la propriété familiale. Et voilà qu'il débarquait sans prévenir, précisément au moment où elle et Samuel venaient de faire la découverte la plus bouleversante de leur vie. Harrison les attendait sur le perron lorsqu'ils arrivèrent. Sa silhouette, sèche et anguleuse dans son costume parfaitement repassé, jurait avec le décor rustique de la vallée. L'air de la montagne portait encore l'odeur fraîche du ruisseau et de la terre humide, mais lui semblait appartenir à un autre monde, un monde de chiffres, de pression et de dettes. C'était un homme dans la cinquantaine, aux cheveux prématurément argentés, dont les yeux calculaient tout comme s'il s'agissait d'un bilan financier. Son sourire professionnel apparut, parfaitement maîtrisé. « Mademoiselle Stone, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de passer sans prévenir. J'ai des nouvelles que vous voudrez sans doute entendre. » Margaret força un sourire en retour, tout en glissant discrètement la pochette vers Samuel derrière son dos. Le garçon la prit sans un mot et la dissimula contre lui. « Bien sûr, monsieur Harrison. Que puis-je faire pour vous ? Le groupe de développement dont je vous ai parlé la dernière fois a revu son offre, répondit-il en ouvrant son porte-document d'un geste lent et étudié. Il en sortit un dossier au papier épais. Ils sont désormais prêts à offrir 300 000 $ pour la propriété du moulin. Margaret resta figée. 300 000 $. Une somme qu'elle n'avait jamais ne serait-ce qu'imaginer posséder. C'était assez pour rembourser toutes les dettes, réparer la maison, reconstruire une vie, assurer l'avenir de Samuel. C'est très généreux, réussit-elle à dire. Harrison hocha la tête. Et je dirais même que c'est davantage que ce que vaut réellement la propriété. Mais ils sont très motivés. Ils veulent conclure rapidement. Une vente en 30 jours, paiement en liquide. Ce serait une occasion difficile à refuser. Il marqua une pause, laissant ces mots s'insinuer dans l'air comme une brume froide. Et compte tenu de votre situation financière actuelle, je serais navré que vous laissiez passer cette chance. Quelque chose, dans son ton subtilement appuyé, fit naître une sensation d'inconfort chez Margaret. Pas une menace, pas vraiment. Mais une pression délicate, mesurée, presque calculée. Une sorte de contrôle voilé. J'aurais besoin d'un peu de temps pour réfléchir, répondit-elle. Le sourire du banquier s'étira à peine, se tendant imperceptiblement. Naturellement. Mais je dois préciser que cette offre a une date d'expiration. Ils ont besoin d'une réponse avant la fin de la semaine. Sitôt Harrison repartit, Margaret et Samuel se retrouvèrent dans la cuisine, la pochette de cuir posée entre eux sur la table en bois marquée par des décennies de repas familiaux. La visite soudaine du banquier donnait à leur découverte une urgence nouvelle. « Maman, dit Samuel doucement, il faut qu'on suive la carte. On doit découvrir ce que l'arrière-grand-père a laissé pour nous. » Margaret hocha la tête, même si une lourde appréhension lui enserrait la poitrine. En 2 jours à peine, sa vie tranquille avait basculé dans un mélange d'espoir, de peur et de mystère. Elle se retrouvait assise sur ce qui ressemblait désormais à une fortune familiale cachée, tout en faisant face à une pression croissante pour vendre la terre même où ce secret se trouvait enfoui. Oui, finit-elle par dire. On doit savoir la vérité. Mais Samuel, personne ne doit être au courant. Pas encore. Pas avant que nous comprenions réellement ce que tout cela signifie. Le garçon acquiesça avec gravité. Malgré son jeune âge, il percevait clairement la dimension dangereuse de ce qu'il venait de découvrir. Margaret jeta un regard vers la fenêtre. Au dehors, le moulin se découpait dans la lumière dorée du soir, sa silhouette familière désormais chargée d'une énigme puissante. Son arrière-grand-père avait été un homme prudent, réfléchi, méticuleux. S'il avait caché quelque chose, il avait certainement eu de bonnes raisons de le faire. Et si Harrison insistait avec une telle ferveur pour une vente hâtive, peut-être savait-il plus de choses qu'il ne le laissait entendre.
Les jours qui suivraient décideraient si le destin de la famille Stone était sur le point de changer à jamais. Cette nuit-là, tandis que Samuel dormait, Margaret resta éveillée, assise à son bureau, la lampe à huile diffusant une lueur chaude. Elle étudia longuement la carte dessinée à la main par son arrière-grand-père. Les symboles délicats, tracés à l'encre brune, formaient un réseau presque hypnotique, chaque bâtiment, chaque arbre, chaque rocher notable sur leur 20 acres apparaissait avec une précision remarquable. Mais ce qui la fascinait le plus, c'était la série de symboles reliés entre eux, formant une sorte de chemin secret qui débutait au moulin et serpentait à travers divers points de la propriété. Le premier symbole semblait indiquer l'ancien bureau du moulin, un petit bâtiment de pierre qui avait autrefois servi d'espace de travail à son arrière-grand-père. Elle s'y rendait rarement depuis la mort de son père. Il lui donnait l'impression de pénétrer dans un sanctuaire, une mémoire figée qu'elle n'osait bousculer. Au lever du soleil, elle s'y rendit donc avec Samuel. Le bâtiment, entièrement construit en pierre, tenait encore bon face au temps. Les murs épais et le toit d'ardoise avaient résisté aux décennies, conservant une dignité presque austère. Margaret sortit la vieille clé en laiton du trousseau de son père. Le mécanisme tourna sans résistance, comme si la serrure avait attendu tout ce temps pour s'ouvrir à elle. À l'intérieur, l'air sentait le bois ancien, la poussière et le cuir des vieux carnets. La lumière du matin filtrait à travers les petites fenêtres, faisant scintiller les particules de poussière qui dansaient lentement. Au centre de la pièce trônait le bureau massif de son arrière-grand-père, un meuble en chêne que son père appelait toujours indestructible. Tout autour, des étagères débordaient d'anciens journaux agricoles, de livres de comptes, de manuels techniques jaunis par les années. On doit chercher quelque chose marqué du même symbole que celui près de la roue du moulin, dit Samuel en consultant les documents. Ils se mirent à fouiller méthodiquement. Margaret ouvrait les tiroirs du bureau pendant que Samuel inspectait les étagères du bas, les plinthes, le sol. C'est Samuel qui trouva la première piste. « Maman, ici !» Il montrait une petite gravure cachée dans le panneau de bois juste sous le dernier tiroir du bureau. Le symbole, identique à celui découvert près du ruisseau, était discrètement gravé là où une chaise l'aurait habituellement masqué. Margaret se mit à genoux, effleurant du bout des doigts la surface gravée. « Il doit y avoir quelque chose. Aide-moi à déplacer le bureau. » À deux, ils parvinrent à pousser légèrement le meuble suffisamment lourd pour révéler ce qui se trouvait en dessous. Dans la pierre du sol, presque invisible, était encastrée une petite dalle parfaitement ajustée. Elle se fondait si bien dans le sol environnant qu'un œil inattentif n'aurait jamais remarqué la délimitation. En soulevant la dalle, ils découvrirent une cachette contenant plusieurs objets soigneusement enveloppés dans des tissus huilés. Les mains de Margaret tremblaient lorsqu'elle défit le premier paquet. À l'intérieur se trouvaient des rouleaux de papier et des plans architecturaux originaux du moulin. Mais ce n'étaient pas des simples croquis d'artisans. Ces plans dévoilaient une complexité inattendue, une ingéniosité presque clandestine. « Regarde ça !» souffla Samuel en étalant les feuilles sur le bureau. Les dessins révélaient des chambres secrètes, des passages intégrés dans les murs, des corridors reliant plusieurs niveaux, et surtout une vaste zone de stockage souterraine située sous le plancher principal du moulin. « Ton arrière-grand-père a conçu cet endroit comme une forteresse, » murmura Margaret, stupéfaite. Samuel suivait du doigt une série de lignes en pointillés, des chemins cachés que nul ne soupçonnait. Peut-être qu'il devait garder quelque chose en sécurité pendant la dépression, on disait souvent que les gens ne faisaient confiance ni aux banques, ni même à leurs voisins. Le deuxième paquet contenait un journal méticuleusement écrit à la main. La couverture en cuir patiné portait les initiales de son arrière-grand-père. Margaret l'ouvrit avec une précaution presque respectueuse. La première entrée datait du 3 septembre 1933. Et elle comprit alors que ce journal n'était pas seulement le récit d'un homme méthodique mais peut-être la clé de tout ce qu'il avait voulu protéger et transmettre. Au fil des pages jaunies du journal, Margaret lut à voix haute la prochaine entrée, la voix tremblante d'une émotion qu'elle ne savait pas encore nommer. Le prix de l'or grimpe de nouveau. Les politiques monétaires du gouvernement ouvrent des opportunités à ceux qui savent les reconnaître. Le ruisseau continue d'offrir de modestes éclats de couleurs, et j'ai repéré plusieurs emplacements prometteurs en amont. Elle s'arrêta, réfléchissant à la prudence obstinée de son arrière-grand-père. Anna s'inquiète de mes secrets, mais ce sont des temps dangereux pour un homme disposant de ressources. Chaque page qu'elle tournait révélait une nouvelle facette de Jeremiah Stone, un homme méticuleux, observateur, capable de lire les humeurs de la terre comme d'autres lisent le ciel. Ses annotations, d'une précision presque scientifique,
décrivaient des années d'accumulation prudente de métaux précieux or et argent patiemment extraits de leurs propres propriétés grâce à une connaissance intime de la géologie locale et du flux des cours d'eau. Samuel, les yeux agrandis par l'excitation, ne put contenir son enthousiasme. Il minait réellement. Grand-père faisait de la prospection en secret, juste ici, sur notre terre. Margaret sentit son cœur accélérer. Toutes ces années, les ruines silencieuses du moulin n'avaient été pour elle qu'un fardeau sentimental, un vestige familial qu'elle refusait d'abandonner malgré la pression financière. Pourtant, à mesure que les mots de Jérémia prenaient vie sous ses doigts, elle comprenait que cet endroit avait été bien plus qu'un simple moulin à grains. C'était devenu un coffre-fort vivant, un sanctuaire de prévoyance dans un monde instable. Jérémia avait vécu la Grande Dépression de plein fouet. Il avait vu des banques s'effondrer et des familles entières perdre la sécurité qu'elle croyait inébranlable. Lui, plutôt que de se fier à l'argent liquide, avait façonné sa propre forme de garantie, des métaux précieux qu'il extrayait discrètement et dissimulait à l'intérieur des zones cachées du complexe du moulin. Margaret s'arrêta sur une entrée datée d'octobre 1943 et en lut un passage à voix haute. « J'ai terminé la dernière cache. Le système est désormais prêt à subvenir aux besoins de mes descendants lorsqu'ils en auront besoin. Chaque emplacement contient de quoi assurer leur confort, mais la véritable richesse réside dans l'ensemble accumulé. Je prie pour que ma famille se montre digne de cette confiance. » Un bruit sec contre la porte du bureau les fit tressaillir, brisant l'atmosphère feutrée du passé. Margaret referma précipitamment le journal, tandis que Samuel soulevait le rideau d'un geste nerveux. « C'est Emma » souffla-t-il avec soulagement. Margaret ouvrit la porte à sa meilleure amie, qui tenait un thermos serré contre elle, le visage marqué d'inquiétude. « Je vous ai vu marcher par ici de bon matin, » expliqua Emma. « Je me suis dit que vous auriez besoin d'un peu de café. Tout va bien ? Vous avez l'air bouleversé. » Margaret échangea un regard avec son fils. Ils avaient décidé la veille que, si quelqu'un pouvait être mis dans la confidence, c'était Emma. « Emma, » commença Margaret prudemment. « Qu'est-ce que tu sais de l'activité de mon arrière-grand-père pendant la dépression ?» Emma entra, posa le thermos et fronça les sourcils. « Jérémia Stone ? Eh bien, je sais qu'il a traversé la crise mieux que la plupart des gens de la vallée. Ma grand-mère disait qu'il avait un don pour faire fructifier l'argent quand tout le monde en perdait. » Margaret inspira profondément. Est-ce que quelqu'un a jamais soupçonné qu'il était impliqué dans l'exploitation minière? Emma écarquilla les yeux. La mine? Non, jamais entendu ça. Mais maintenant que tu le dis, il passait beaucoup de temps seul dans les montagnes. Les gens pensaient qu'il chassait ou qu'il vérifiait les bêtes. Pourquoi cette question? Plutôt que de répondre, Margaret lui tendit le journal et les plans dissimulés dans l'étui de cuir. Elle observa son ami en silence alors que la compréhension se dessinait sur son visage, lentement remplacée par un émerveillement stupéfait. « Bon sang » murmura Emma. « Tu es en train de me dire que Jérémia Stone extrayait secrètement des métaux précieux. » Tout porte à le croire, confirma Margaret. Et d'après ce journal, il en a caché des quantités considérables un peu partout sur la propriété. Emma s'effondra sur une chaise, les yeux rivés sur les plans architecturaux. Pas étonnant qu'Harrison insiste depuis des mois pour acheter le terrain. « Que veux-tu dire » demanda Samuel. Emma releva la tête. « Thomas Harrison n'est pas d'ici. Il vient de Denver. On a tous cru qu'il voulait quitter la ville pour un poste tranquille dans une petite banque, mais peut-être qu'il avait d'autres raisons de s'installer dans la vallée. » Un frisson parcourut Margaret. « Tu crois qu'il sait quelque chose au sujet du potentiel minéral? Je trouve étrange, très étrange même, qu'un banquier citadin s'intéresse autant à une vieille propriété rurale qui, en apparence, n'a pour valeur que son histoire. Cela ne ressemble pas à une coïncidence. » Samuel, toujours plongé dans le journal, leva soudain les yeux. « Maman, regarde cette entrée de 1942. » Margaret lut le passage indiqué. On y parlait de visiteurs venus poser des questions sur les droits hydrauliques du moulin et sur d'éventuelles concessions minières. Jérémia avait refusé toute négociation, mais ces mots laissaient transparaître une prudence grandissante. Il se savait observé. Emma posa instinctivement la main sur le bureau. « Margaret, tu dois avancer avec la plus grande prudence. S'il y a un trésor ici, et si Harrison en a ne serait-ce qu'un soupçon, vous pourriez être en danger. » Margaret hocha la tête, la gorge serrée. Les choses avaient changé. Ils ne marchaient plus seulement dans les traces de leurs ancêtres.
Il se trouvait désormais au cœur d'une vérité susceptible d'attirer des gens prêts à tout. Il faut découvrir tout ce que l'arrière-grand-père nous a laissé. Mais discrètement. Et rapidement. Samuel replia soigneusement les plans. D'après la carte, la prochaine cache est dans le bâtiment principal du moulin. Il y aurait une chambre secrète derrière les pierres de meule. Margaret laissa son regard glisser vers la silhouette massive du moulin visible à travers la fenêtre. Cet édifice qui l'avait accompagné toute sa vie semblait soudain différent, vibrant de secrets encore enfouis. Alors c'est là que nous allons. Le bâtiment principal du moulin avait changé de visage. Là où Margaret ne voyait autrefois que vieilles poutres et mécanismes d'un autre temps, elle distinguait maintenant les indices d'un ingénieux labyrinthe construit pour protéger un héritage. Elle et Samuel se tenaient devant les énormes pierres de meule, éclairant les plans à la lumière tremblante de leurs lampes torches. Les ombres projetées contre les murs faisaient danser des silhouettes anciennes, comme si Jérémia lui-même veillait encore sur son œuvre. Selon les plans, un passage étroit se trouvait derrière la meule orientale, accessible grâce à un mécanisme dissimulé dans la fondation de pierre. Samuel passa ses doigts sur les surfaces rugueuses, cherchant une irrégularité, un détail que seul quelqu'un initié aurait pu remarquer. « Regarde ici », dit-il en pointant une zone spécifique. Les plans indiquent un système rotatif. Margaret s'approcha. La lumière du matin, filtrant par les hautes fenêtres, révélait une portion du mur légèrement différente, des pierres plus petites, agencées selon un motif presque décoratif. Rien qui aurait éveillé les soupçons d'un visiteur mais suffisamment particulier pour attirer l'attention de quelqu'un connaissant le secret. « Essaie d'appuyer sur les pierres du motif », suggéra-t-elle. Ton arrière-grand-père n'aurait jamais laissé un mécanisme trop évident, mais il l'aurait conçu pour être manipulé facilement par un membre de la famille. Samuel procéda méthodiquement. Une pierre après l'autre. À la 7e tentative, un grondement sourd résonna dans la pièce. Puis, lentement, une section du mur pivota vers l'intérieur, révélant un passage étroit caché depuis des décennies. Samuel inspira bruyamment, un sourire éclatant sur le visage. Ça a marché. Un souffle de poussière froide s'échappa de l'ouverture. Margaret leva la lampe torche et éclaira l'intérieur, une chambre étroite, profonde d'environ 2 mètres, large d'un peu plus d'1 mètre. Les parois de pierre étaient intactes, scellées par le temps, comme si personne n'avait pénétré ici depuis que Jérémia en avait clos l'accès. Margaret resta un moment immobile sur le seuil, partagée entre émerveillement, appréhension et gravité. Ce qu'ils allaient découvrir dans cet espace pouvait changer le cours de leur vie mais attirer aussi des convoitises dangereuses. Elle échangea un regard avec Samuel, puis avec Emma qui les avait suivis en silence. « Allons-y », murmura-t-elle. Et tous trois franchirent le pas vers le cœur du secret laissé par l'homme qui, des décennies plus tôt, avait voulu protéger sa famille bien au-delà de sa propre existence. L'espace dissimulé derrière la paroi révélait plusieurs caisses en bois et ce qui semblait être des documents soigneusement enveloppés dans des protections étanches. Margaret sentit son cœur battre plus fort lorsque, avec Samuel, elle transporta les caisses à l'extérieur, sous la lumière vive du jour. La première caisse était étonnamment lourde. Lorsque Samuel en fit sauter le couvercle à l'aide d'un pied de biche, un souffle d'incrédulité leur échappa simultanément. À l'intérieur, méticuleusement rangés dans de petits compartiments, reposaient des objets datant d'une autre époque, du matériel minier ancien, un PAN en métal pour laver l'or, de petits pics, des tamis, ainsi qu'un kit de récupération au mercure. Mais ce furent les fioles en verre qui attirèrent immédiatement l'attention de Margaret. Chacune contenait de minuscules éclats d'or ou de fins fragments d'argent, brillants comme des poussières d'étoiles, soigneusement étiquetés avec des dates et des lieux de découverte. Grand-père minait vraiment, souffla Samuel, émerveillé, levant l'une des fioles à la lumière du soleil. Et il notait absolument tout. La seconde caisse dévoilait d'autres outils miniers, mais cette fois, il s'agissait d'instruments spécialisés utilisés par ceux qui possèdent une véritable expertise géologique, une boussole de prospection, du matériel d'arpentage précis, et même des instruments d'analyse de roches. En observant ces outils, Margaret sentit une vérité éclater comme un feu d'artifice dans son esprit. Son arrière-grand-père n'avait pas simplement cherché de l'or au hasard, comme un chercheur d'aventure. Il avait conduit des opérations systématiques, méthodiques, scientifiques. « Regarde ça !» s'exclama Samuel en dépliant l'un des paquets de documents. C'est une carte de toute la région montagneuse, avec des dépôts minéraux indiqués partout. Margaret étudia la carte, et son étonnement grandit à mesure qu'elle comprenait l'étendue du savoir et du travail que Jérémia Stone avait consacré à ses recherches.
La carte identifiait des dizaines de points potentiels de prospection dans l'ensemble de la vallée de Pine Ridge. À côté de chaque emplacement, des annotations détaillées décrivaient la composition des sols, les flux d'eau, les conditions saisonnières d'accès, ainsi que d'autres observations d'une précision surprenante. Ce genre de travail n'avait rien à envier aux recherches menées par des géologues professionnels. D'après ses notes, murmura Margaret en lisant un document attaché à la carte, il pensait qu'une importante veine d'argent traversait toute notre propriété pour remonter jusque dans les terres du parc national. Samuel suivit du doigt la ligne représentant cette veine potentielle. Si c'est vrai, voilà pourquoi la société immobilière veut absolument acheter nos terres. La révélation frappa Margaret comme un coup porté en pleine poitrine. Si Harrison et sa compagnie savaient déjà qu'un potentiel minier existait sous leurs pieds, leur projet de maison de vacances n'était qu'un prétexte. Ils cherchaient les droits miniers. Ils voulaient s'approprier la fortune enfouie. Nous devons comprendre exactement ce que nous avons entre les mains, dit Margaret d'une voix tendue. Ces outils et ces échantillons prouvent qu'ils trouvaient de l'or et de l'argent, mais combien en a-t-il réellement accumulé? Samuel examinait déjà la carte au trésor trouvée dans la cache près du ruisseau. D'après ce document, il reste 6 autres emplacements sur notre propriété. Ces caisses, ce n'est peut-être que le début. Une vague mêlée d'excitation et de crainte secoua Margaret. Chaque découverte ajoutait à la fois une promesse immense et une menace nouvelle. Car si les dépôts minéraux s'avéraient réels, vendre à Harrison équivaudrait à céder une richesse colossale. Il nous faut de l'aide, finit-elle par dire. Quelqu'un capable de comprendre ce que tout cela signifie réellement. Et si on allait voir le docteur Wells? Proposa Samuel. Elle connaît toute l'histoire du coin, peut-être qu'elle sait quelque chose sur ce que faisait arrière-grand-père. Le docteur Patricia Wells habitait une petite maison près du centre du village, entourée d'un jardin luxuriant où poussaient fleurs et herbes locales, témoin de son amour pour la botanique et la terre du Colorado. Margaret la connaissait depuis des années, historienne officieuse de la vallée, ancienne professeure de géologie, femme passionnée et d'une intelligence affûtée. Elle la trouvait en train de s'occuper de ses plantes médicinales, son visage souriant abrité sous un vieux chapeau de soleil. Bien qu'elle approchât les 70 ans, le docteur Wells dégageait une vitalité presque juvénile. « Margaret !»« Samuel !» lança-t-elle joyeusement. « Quelle bonne surprise ! Qu'est-ce qui vous amène par ce si beau matin ?» Margaret vérifia qu'il n'était pas observé, puis dévoila la vérité, étape après étape. Au fur et à mesure, l'expression du docteur Wells évolua du simple intérêt à une fascination profonde. Elle posait des questions précises, révélant instantanément son expertise du terrain. « Votre arrière-grand-père était un homme remarquable », conclut-elle une fois le récit terminé. « Je me suis toujours douté qu'il en savait plus sur cette montagne qu'il ne le laissait paraître. »« Vous saviez qu'il minait ?» demanda Samuel. Le sourire énigmatique du docteur Wells répondit avant même ces mots. « Disons que j'avais mes soupçons. Jeremiah Stone n'a jamais semblé inquiet durant la Grande Dépression, et il s'intéressait beaucoup trop aux relevés géologiques pour quelqu'un censé ne cultiver que des céréales. » Elle les invita ensuite dans son bureau, une pièce remplie de livres épais, de cartes anciennes et de schémas géologiques sur les murs. Elle étala une carte professionnelle de la vallée. « Regardez. La vallée de Pine Ridge repose sur des formations minérales parmi les plus fascinantes de l'État. La plupart des habitants n'en savent rien, car les indices visibles sont subtils. Mais des gisements d'argent et d'or existent bel et bien ici. » Elle désigna plusieurs zones marquées sur la carte. « Et votre propriété se trouve au cœur même de cette zone minérale. » Margaret sentit une décharge d'émotion. Les annotations sur la carte de Jeremiah concordaient presque parfaitement avec celles de la carte professionnelle du docteur Wells. Samuel sortit alors les échantillons trouvés dans les caisses. L'experte les étudia longuement, utilisant une loupe, puis notant ses observations dans un carnet. « Ces échantillons contiennent une quantité significative d'argent, annonça-t-elle finalement. Et ce fragment d'or, bien que petit, est d'une pureté remarquable. Votre arrière-grand-père n'était pas un amateur. Il savait exactement ce qu'il faisait. » Margaret sentit une fierté brûlante monter en elle, mêlée à un vertige d'inquiétude. « Si notre terrain contient vraiment tout cela, que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. Le regard du docteur Wells devint grave. « Tout dépend. Possédez-vous les droits miniers? Êtes-vous prête à gérer les implications juridiques et pratiques d'une exploitation? Et surtout, qui d'autre est au courant? » Margaret parla alors de Harrison, de sa persistance, de ses offres soudaines,
et des liens de la compagnie avec des investisseurs de Denver. Le visage du Dr. Wells s'assombrit. Je m'en doutais, Thomas Harrison a posé beaucoup de questions en ville ces derniers mois. Je pensais qu'il cherchait à se renseigner par simple curiosité. Mais je crois maintenant qu'il possède des informations que vous n'avez pas. Quel genre d'informations ? Demanda Samuel. Des relevés géologiques avancés, des rapports miniers, des archives historiques, des choses difficiles à trouver sans savoir exactement où chercher. S'ils représentent une compagnie spécialisée dans l'acquisition de droits miniers, il est probable qu'ils aient fait des recherches approfondies avant de venir vous voir. Margaret sentit son univers basculer. Il n'avait pas affaire à un simple promoteur immobilier, mais à un groupe qui convoitait sans doute une richesse surpassant de très loin l'offre faite pour leur propriété. Que nous conseillez-vous alors ? Demanda-t-elle. Le docteur Wells réfléchit longuement, choisissant ses mots avec une précision quasi solennelle. D'abord, complétez la carte laissée par votre arrière-grand-père. Tant que vous ne saurez pas exactement ce qu'il a découvert, vous ne pourrez pas décider en connaissance de cause. Ensuite, consultez un avocat spécialisé en droit minier, vous devez savoir ce qui vous appartient légalement. Et enfin. Elle marqua une pause, ses yeux se plantant dans ceux de Margaret, comme pour s'assurer qu'elle comprenait l'importance de ce qui allait suivre. Enfin, soyez prudent. Très prudent. Vous êtes peut-être assis sur une richesse considérable, mais ce genre de découverte attire toujours des convoitises dangereuses. Dans la lumière pâle de l'après-midi qui s'éteignait derrière les crêtes de Pine Ridge Valley, le monde semblait retenir son souffle. Alors qu'il se préparait à partir, le docteur Wells posa une main ferme mais bienveillante sur le bras de Margaret, l'attirant légèrement à l'écart, comme s'il craignait que les arbres même puissent surprendre ses paroles. Vous devez être extrêmement prudente quant aux personnes à qui vous accordez votre confiance, murmura-t-il, son regard débordant d'une gravité qui fit frissonner Margaret. Votre arrière-grand-père était un homme exceptionnellement prévoyant. Il n'aurait jamais conçu un système aussi complexe, aussi soigneusement dissimulé, s'il n'avait pas été absolument convaincu que, tôt ou tard, sa famille aurait besoin de cette protection. Ne laissez personne vous pousser à prendre une décision avant de comprendre exactement ce que vous risquez de perdre. Ces mots continuèrent de résonner en elle alors qu'elle et Samuel rentraient vers leur propriété. Le vent sentait le pin frais, la terre humide et l'ombre de quelque chose de vaste, ancien et sur le point d'être réveillé. Samuel bondissait devant elle, animé d'une énergie joyeuse et contagieuse, mais Margaret portait un fardeau invisible, celui de la responsabilité, celui d'un héritage dont elle n'avait jamais soupçonné l'ampleur. Si leur terre renfermait réellement des veines minérales de grande valeur, si Harrison avait compris ou deviné ce qu'ils avaient trouvé, alors le temps n'était plus un allié, mais un adversaire. Ils devaient avancer, mais avancer prudemment. Demain, dit-elle à Samuel dans un souffle résolu, nous suivrons la carte jusqu'au prochain emplacement. Mais à partir de maintenant, nous ne disons plus rien à personne. Absolument personne. Le garçon la regarda avec un sérieux inattendu pour son âge, puis hocha la tête. Leur chasse au trésor, qui n'avait été au départ qu'une aventure presque ludique, venait de se transformer en une quête dangereuse, teintée de secrets et d'enjeux qui les dépassaient. Un héritage écrit en code et en silence. Ce soir-là, après avoir fait monter Samuel se coucher, Margaret s'installa à sa table de cuisine avec une tasse de thé fumante. Devant elle reposait le mystérieux livre-registre trouvé dans la chambre cachée du moulin. Les pages, jaunies mais intactes, portaient la signature nette et disciplinée de Jeremiah Stone. Mais chaque entrée était protégée par un système de chiffres, de symboles et de notations étranges, comme si son arrière-grand-père avait voulu dissuader quiconque de percer ses secrets. Margaret passa longuement ses doigts sur les lignes codées. Ce n'était pas seulement de la comptabilité, c'était une architecture mentale, un rempart contre les convoitises et les époques troublées. Durant la Grande Dépression, un homme qui détenait une fortune ou des ressources stratégiques devait être d'une prudence extrême. Et Jeremiah Stone, visiblement, l'avait été plus que quiconque. Certaines marques revenaient souvent, un triangle couronné d'une étoile, des chiffres groupés en séquences, des initiales qu'elle ne reconnaissait pas. Peut-être des dates ? Des poids ? Des lieux ? Seule la clé du code pourrait le révéler. Elle commençait à peine à discerner un motif lorsqu'un coup discret à la porte la fit sursauter. Il était presque 22h, une heure où personne, à Pine Ridge Valley, ne rendait visite sans raison urgente. Margaret se leva prudemment, se dirigea vers la porte et aperçut, dans le halo du porche, le visage inquiet d'Emma. « Je suis désolée de te déranger aussi tard, dit-elle en entrant, essuyant la fatigue de son front.
Mais je n'arrêtais pas de penser à ce que tu m'as montré aujourd'hui. Et j'ai rappelé ma grand-mère. Elle m'a dit quelque chose que tu dois absolument savoir. Les secrets d'un vieil homme et les murmures de la montagne. Emma s'installa, et Margaret lui servit du thé avant de s'asseoir en face d'elle, le cœur battant d'impatience. Grand-mère a 93 ans, expliqua Emma, mais je t'assure, sa mémoire des années de la dépression est plus précise que celle de n'importe qui dans cette vallée. Je lui ai demandé ce qu'elle se rappelait de Jeremiah Stone. Et ce qu'elle m'a dit, eh bien, ça éclaire beaucoup de choses. Margaret se pencha légèrement, attentive. D'abord, poursuivit Emma, elle se souvient qu'il disparaissait pendant plusieurs jours d'affilée, officiellement pour vérifier le bétail dans les pâturages d'altitude. Mais ce qui l'a toujours troublé, c'est qu'il ne prenait jamais de cheval. Jamais de mule. Rien. Il partait à pied, avec seulement un petit sac et son bâton. Margaret fronça les sourcils. Ce n'est effectivement pas ainsi qu'on surveille du bétail. Emma hocha la tête. Grand-mère dit qu'il revenait toujours avec son sac plus lourd qu'à l'aller. Elle le voyait passer devant sa maison en redescendant, et elle l'a remarqué plus d'une fois. Un frisson parcourut Margaret. Il rapportait quelque chose de ces montagnes, quelque chose de précieux. C'est ce que je crois aussi. Et il y a autre chose, ajouta Emma en baissant la voix. Pendant les pires années de la dépression, alors que tout le monde se serrait la ceinture, Jeremiah Stone avait toujours de quoi payer ce qu'il lui fallait. Il a même aidé plusieurs familles avec des prêts quand la banque refusait. Margaret sentit sa respiration se suspendre. S'il rapportait régulièrement quelque chose des hauteurs et s'il aidait discrètement les gens, alors il avait accumulé bien plus que ce que nous imaginions. Une pensée fulgurante traversa son esprit. Emma, et si le trésor ne se limitait pas à ce qu'il a caché autour du moulin? Et s'il existait, dans les montagnes, des sites miniers où il extrayait réellement des métaux précieux? Les yeux d'Emma s'arrondirent. Tu veux dire qu'il aurait eu des concessions minières? Là-haut? Margaret tendit le registre codé. Regarde ces entrées. Certaines ne concernent clairement pas notre propriété. Si ces symboles indiquent des lieux, alors Jeremiah travaillait plusieurs sites, peut-être même des filons très riches. Cartographier l'invisible. Les deux femmes étudièrent intensément le registre, cherchant des correspondances entre les symboles, les chiffres et les annotations. Une heure passa sans qu'elles s'en rendent compte. Ce symbole revient sans cesse, nota Emma en pointant du doigt le triangle surmonté d'une étoile. Et les chiffres qui suivent sont toujours plus grands que les autres. Peut-être des lieux en altitude? Et l'étoile pourrait représenter les sites les plus productifs. Margaret sentit une certitude émergeant lentement, comme une silhouette se dessinant dans la brume. Si elle parvenait à déchiffrer le code, elle pourrait identifier les mines exactes où Jeremiah avait travaillé et peut-être même des filons encore exploitables aujourd'hui. Mais ces terrains se trouvaient probablement dans la forêt nationale, ce qui compliquerait tout d'un point de vue légal. Pourtant, comprendre la vérité était indispensable. Nous devons procéder méthodiquement, murmura-t-elle. Avant de décider quoi que ce soit au sujet de la propriété ou de céder aux pressions de Harrison, nous devons savoir précisément ce que nous avons entre les mains. Emma acquiesça. D'ailleurs, Harrison t'a demandé une réponse avant la fin de la semaine, non? Margaret sentit son estomac se nouer. Oui. La menace silencieuse du délai. Le piège potentiel. Si nous refusons son offre sans savoir ce que nous abandonnons, nous pourrions le regretter toute notre vie, dit-elle. Mais si vous acceptez et que vous découvrez ensuite que vous avez vendu une fortune pour une poignée de billets, ce serait encore pire, répondit Emma. Des étrangers en costume et des questions troublantes. Une réflexion soudaine traversa Margaret. Emma, tu connais tout le monde dans cette vallée. As-tu entendu des rumeurs sur des sociétés minières ou des études géologiques dans le secteur? Emma resta silencieuse un long moment. En réalité, oui. Ces derniers mois, il y a eu des visiteurs inhabituels en ville. Des hommes en costume hors de prix. Ils sont allés au tribunal du comté consulter des archives sur les droits miniers et les registres fonciers. Je pensais qu'ils cherchaient des terrains pour un projet de loisirs ou des investissements immobiliers, mais maintenant. Ils enquêtaient sur le potentiel minier, conclut Margaret, la gorge serrée. Emma baissa les yeux, soudain mal à l'aise. Et il y a autre chose, quelque chose que je n'ai pas relevé sur le moment. Sa phrase resta suspendue dans l'air, aussi lourde et menaçante que les montagnes elles-mêmes. Le mois précédent, Margaret avait aperçu Harrison attablé dans un restaurant du centre-ville avec deux hommes venus de l'extérieur de la vallée.
Ils étaient penchés sur des cartes et des dossiers étalés devant eux, parlant à voix basse comme s'ils complotaient. Mais lorsqu'elle s'était approchée, leur conversation s'était brusquement interrompue. D'un geste nerveux, ils avaient empilé les documents et les avaient glissés hors de vue. Ce simple détail, anodin en apparence, avait suffi à faire naître en elle un malaise profond, une inquiétude qui n'avait cessé de croître depuis. Il était devenu clair que Harrison ne jouait pas franc jeu. S'il collaborait avec des investisseurs extérieurs, des gens suffisamment informés pour consulter des cartes géologiques et évaluer la richesse minérale de la région, alors il avançait avec une longueur d'avance. Il possédait des informations qu'elle n'avait jamais eues, et c'était précisément cela qui la mettait en danger. Le vieux registre codé de son arrière-grand-père pouvait détenir des réponses essentielles, peut-être même la clé permettant de comprendre ce que sa famille possédait réellement, mais elle manquait de temps pour en déchiffrer le contenu. Demain, se promit-elle, j'irai plus loin. Samuel et moi continuerons de suivre la carte laissée par arrière-grand-père. Nous devons localiser les caches restantes et comprendre exactement ce qu'il nous a transmis. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons décider de l'avenir en connaissance de cause. Assise en face d'elle, Emma tendit la main et serra doucement la sienne. Quoi que tu décides, tu n'es pas seule, Margaret. Je serai là, autant que possible. Ces mots, simples mais chargés d'amitié sincère, ravivèrent la force déclinante de Margaret. Après le départ d'Emma, elle retourna au registre crypté avec une détermination renouvelée. Elle resta éveillée bien après minuit, griffonnant des notes, analysant des répétitions, expérimentant différentes méthodes pour briser le code. Quand elle finit par se glisser dans son lit, épuisée mais étrangement apaisée, elle avait déjà identifié plusieurs séquences récurrentes. Certains signes semblaient correspondre à des lieux, d'autres à des dates ou des quantités. En s'endormant, elle songea à la sagesse austère de Jeremiah Stone. Son arrière-grand-père n'avait pas créé ce système complexe uniquement pour cacher ses richesses. Il l'avait conçu pour transmettre un savoir, pour s'assurer que ses descendants disposeraient des outils nécessaires pour protéger ce qu'il jugeait essentiel. Le véritable trésor n'était peut-être pas l'or ou l'argent mais la connaissance elle-même. Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, Margaret trouva Samuel déjà installé à la table, le registre étalé devant lui, accompagné de son carnet et d'une série de crayons taillés avec soin. Son expression concentrée trahissait qu'il travaillait depuis un bon moment déjà. « Je crois que j'ai compris une partie du code », annonça-t-il sans lever les yeux. Margaret se servit une tasse de café avant de s'asseoir à côté de lui, impressionné par son organisation méthodique. Samuel avait dessiné des tableaux de fréquences, répertorié les symboles les plus courants, testé divers systèmes de substitution. Elle voyait dans ses gestes la précision d'un jeune détective. « Regarde », dit-il en pointant une série d'entrées datées de 1934. Ces symboles reviennent toutes les quelques semaines, suivis du même type de numéro. Je pense que ce sont des visites régulières aux mêmes endroits. Elle contempla les analyses de son fils, réalisant à quel point il avait remarqué des détails qui lui avaient échappé la veille, trop fatigué pour y prêter attention. L'idée de visite routinière au même site minière semblait parfaitement plausible. Samuel tourna plusieurs pages du registre. Et là vers 1940. Les quantités augmentent. De nouveaux symboles apparaissent aussi. Je crois qu'arrière-grand-père a étendu ses opérations pendant les années de guerre. Margaret sentit un mélange d'étonnement et de fierté. Son fils avait une intuition rare, une capacité naturelle à reconnaître des structures invisibles. Il comprenait ces schémas comme si ce langage crypté lui parlait directement. « Que penses-tu que représentent ces montants plus élevés » demanda-t-elle. « Peut-être qu'il a trouvé de meilleurs filons, » répondit Samuel. « Ou peut-être que le prix des métaux a augmenté pendant la guerre. Ça rendrait les mêmes quantités plus précieuses. » Elle sourit. À 12 ans, Samuel possédait un sens de la logique et une lucidité que bien des adultes n'avaient jamais acquis. Selon la carte au trésor, reprit Samuel en sortant les documents découverts dans leur première cache, notre prochaine destination, c'est l'ancienne fondation de la Grange. Tu veux aller voir ? La Grange s'était effondrée 15 ans plus tôt, lors d'une tempête d'hiver particulièrement violente. Il n'en restait que des pierres disjointes et un amas de poutres grises affaissées. Margaret avait toujours voulu dégager le site, mais d'autres urgences l'avaient détourné de ce travail laborieux. Aujourd'hui, pourtant, cet endroit négligé pourrait bien contenir une pièce cruciale du puzzle familial. Ils s'y rendirent ensemble, la lumière du matin enveloppant la vallée d'une clarté fraîche et prometteuse. Samuel se mit aussitôt à inspecter les pierres de fondation,
recherchant les formes gravées qui avaient marqué leur précédente découverte. Ici, cria-t-il soudain depuis l'anglais. Le même symbole que dans l'ancien moulin, gravé sur cette pierre d'angle. Margaret le rejoignit. La marque, subtile et presque invisible, avait été sculptée de manière à n'être repérable qu'à l'intérieur de la structure d'origine. Son arrière-grand-père avait vraiment été un maître de la dissimulation. En suivant la logique qui leur avait permis de trouver les caches précédentes, ils examinèrent attentivement les pierres voisines. Bientôt, ils découvrirent que plusieurs d'entre elles pouvaient être déplacées, révélant une cavité soigneusement aménagée. Cette cache-ci, cependant, était différente. À l'intérieur se trouvaient de petites bourses en cuir, chacune enveloppée de tissu et accompagnée d'une étiquette manuscrite. Margaret ouvrit la première bourse avec des mains tremblantes. À l'intérieur scintillaient des dizaines de pièces d'argent datant des années 1800 et du début des années 1900. Certaines semblaient extrêmement rares, bien plus précieuses que leur simple valeur en métal. « Regarde les dates !» s'exclama Samuel en ouvrant une autre bourse. Certaines de ces pièces sont vraiment anciennes. Arrière-grand-père les a collectionnées toute sa vie. Margaret compta les pièces des premières bourses, estimant grossièrement leur valeur. Rien que le poids de l'argent représentait une somme considérable, probablement plusieurs milliers de dollars. Et il restait encore plus d'une dizaine de bourses. « Samuel, murmura-t-elle d'une voix presque incrédule, je crois que nous sommes en train de regarder une vraie fortune. » Mais ce fut le contenu de la dernière bourse qui lui coupa véritablement le souffle. Enveloppées dans un tissu de soie, plusieurs petits pépites d'or brillaient sous la lumière. Chacune était accompagnée d'une étiquette précisant une date et une localisation. Ces pépites, lisses et naturellement façonnées, provenaient des montagnes environnantes, un or pur, extrait des entrailles même du territoire familial. Samuel leva une pépite au soleil, fasciné par son éclat. « Maman, ce ne sont pas des paillettes comme celles qu'on a trouvées avant. Ce sont des morceaux entiers. » Margaret remarqua que les lieux indiqués sur les étiquettes se situaient tous dans la haute montagne, au-dessus de leur terre. Cela confirmait ce qu'elle avait commencé à comprendre, Jeremiah Stone avait travaillé des filons situés dans les hauteurs, et ils avaient été suffisamment riches pour produire des pépites de cette taille. Nous devons évaluer la valeur de tout cela, pensa Margaret à voix haute. Les pièces, les pépites d'or, mais avant ça, continuons de suivre la carte. Je veux comprendre l'ensemble de ce qu'arrière-grand-père nous a laissé avant de prendre une décision. Ils réemballèrent soigneusement pièces et pépites, les rangeant dans une boîte solide que Margaret pourrait dissimuler à la maison. Tout en marchant vers le porche, Margaret sentit une pression nouvelle peser sur ses épaules. L'échéance imposée par Harrison approchait, et chaque découverte rendait la perspective de vendre leur terre plus insupportable. « Samuel, dit-elle en regardant son fils marcher à ses côtés, il faut réfléchir. Ce que nous découvrons change tout. » Et pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, elle sentit naître en elle une certitude profonde, leur avenir ne dépendait pas de la vente de leur terre. Leur avenir se trouvait dans ce qu'ils avaient reçu, cette histoire enfouie, ce savoir légué, ces richesses cachées dans la pierre et la mémoire de leur lignée. Leur véritable héritage. Et il était temps de le revendiquer. Margaret regarda longuement son fils, comme si elle cherchait à mesurer la profondeur réelle de sa question. Il venait de lui demander ce qu'elle pensait de l'offre de Harrison et si, désormais qu'ils avaient découvert un trésor d'une ampleur qu'ils n'avaient jamais imaginée, l'argent devait encore les inquiéter. Samuel resta silencieux quelques instants, les sourcils légèrement froncés, absorbé dans une réflexion qui dépassait largement son âge. « Je crois que grand-père nous a laissé tout cela pour une raison, » finit-il par dire d'une voix basse mais résolue. Peut-être qu'il savait qu'un jour notre famille serait poussée à vendre ses terres. Peut-être qu'il voulait s'assurer que nous aurions les moyens de garder ce qui nous appartient, si c'est ce que nous choisissons. Ces mots frappèrent Margaret en plein cœur. Son fils, si jeune, comprenait déjà ce qu'elle-même commençait tout juste à percevoir, ce trésor n'était pas qu'une question d'argent. C'était un geste d'amour intergénérationnel, une volonté de préserver un héritage, une manière de garantir la liberté des Stone face aux pressions extérieures. Samuel leva ensuite les yeux vers elle, comme si une pensée nouvelle venait brusquement d'émerger. Et il y a autre chose. Il expliqua que le registre codé montrait des écritures jusqu'en 1943, l'année où leur arrière-grand-père avait rédigé sa dernière lettre. Mais certaines localisations inscrites dans ce registre n'apparaissaient nulle part sur la carte du trésor retrouvée dans le moulin. Margaret s'arrêta net. « Comment ça ? Je veux dire qu'il y avait peut-être des sites miniers actifs, des endroits dans la montagne où ils travaillaient encore.
Et ces lieux pourraient contenir d'autres dépôts, peut-être même plus précieux que ceux qu'on a découverts autour de la propriété. La carte ne montre que les caches. Le registre, lui, parle d'opérations dans la forêt nationale. L'idée la frappa avec la force d'un coup. Si Jeremiah Stone avait établi des revendications minières officielles dans les montagnes, celles-ci pouvaient toujours être valides. Ce qu'ils avaient déjà trouvé ne représentait peut-être qu'une petite partie de l'héritage colossal qu'il leur avait laissé. Nous devons vérifier les droits miniers et l'existence éventuelle de clins encore actifs, dit-elle, la voix soudain déterminée. Et vite. L'après-midi même, elle téléphona à Dr. Wells, qui accepta de la rejoindre au palais de justice du comté. Si son arrière-grand-père avait bien déposé des revendications minières officielles, il devait exister des documents publics le prouvant. Sur la route sinueuse qui menait au chef-lieu, Margaret sentait une tension sourde monter en elle, un mélange d'excitation, de crainte et de responsabilité vertigineuse. Ce qu'elles allaient découvrir ne déterminerait pas seulement son avenir et celui de Samuel, mais peut-être celui de toute la vallée de Pine Ridge. Et si Harrison et son entreprise de développement convoitaient les ressources minières de la région, il était possible qu'ils cherchent à s'emparer d'un héritage qui appartenait légitimement à la famille Stone. Le palais de justice, massif édifice de briques rouges et de calcaire, se dressait au centre de Millfield. La lumière de l'après-midi découpait ses fenêtres anciennes et lui conférait l'allure d'une forteresse de vérité. À peine entrée, Janet Morrison, la greffière, les accueillit avec enthousiasme. Elle semblait ravie qu'on lui demande d'explorer les archives minières, un domaine que peu de gens consultaient, selon elle, mais toujours riche en découvertes étonnantes. Elle les conduisit dans la salle des archives, une pièce vaste où s'alignaient des étagères chargées de registres épais et de boîtes de documents. La plupart des gens ignorent l'importance des activités minières dans cette région dans les années 30 et 40, expliqua-t-elle. La Grande Dépression puis la guerre ont créé des conditions qui rendaient les petites opérations minières très rentables. Margaret sentit son cœur s'emballer lorsque Janet posa sur la table plusieurs registres poussiéreux aux couvertures sombres. Ces livres, témoins muets d'une époque révolue, contenaient peut-être la clé de tout ce qu'elle cherchait à comprendre. Dr. Wells se lança aussitôt dans l'étude méthodique des documents, méthodique et rigoureuse. Samuel, à la grande surprise de Janet, se révéla un assistant précieux, ses yeux vifs repéraient rapidement les motifs récurrents, les noms familiers, les dates clés. Au bout d'une vingtaine de minutes, Dr. Wells s'immobilisa soudain. Regardez ceci. Jeremiah Stone, dépôt de Klein du 15 septembre 1933. Margaret se pencha, les mains tremblantes. Le document mentionnait un droit minier sur des terres publiques situées juste au-dessus de leur propriété. Janet, qui examinait la carte cadastrale correspondante, ouvrit de grands yeux. Ce n'est pas un petit Klein, Margaret. C'est un vaste secteur de montagne. Et ce n'est pas un simple droit de prospection. C'est un droit officiel d'extraction minière. Mais Samuel n'avait pas encore fini ses découvertes. Il tendit d'autres documents à Dr. Wells avec une urgence palpable. Pendant l'heure qui suivit, ils mirent au jour une série de dépôts supplémentaires, 7 clins au total, enregistrés entre 1933 et 1942, couvrant près de 3000 acres de terre montagneuse. C'est extraordinaire, murmura Dr. Wells en étalant les cartes sur la grande table de recherche. Votre arrière-grand-père a obtenu les droits miniers sur une grande partie du haut pays autour de la vallée. Il a verrouillé l'accès à des zones potentiellement très riches. Margaret avait du mal à respirer. Tout cela dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle demanda si ces clins étaient encore valides. Janet consulta alors un manuel de référence, puis les registres des paiements. Ce qu'elle trouva dépassa toute logique. Jeremiah Stone avait entretenu tous les clins jusqu'à sa mort en 1943. Ensuite, les paiements avaient été poursuivis par le père de Margaret et, à son immense stupeur, par un cabinet d'avocats de Denver, mandaté par une fiducie créée par son arrière-grand-père pour préserver les droits miniers au bénéfice des générations futures. Margaret porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Je ne comprends pas, papa ne m'a jamais parlé de tout ça. Dr. Wells, examinant l'acte de fiducie, comprit rapidement. Jeremiah avait voulu protéger cet héritage même si certains membres de la famille ignoraient son existence. Il avait préparé un avenir que lui seul avait imaginé. Janet, tapotant sur son clavier, révéla alors une information inquiétante. Depuis 6 mois, des recherches avaient été menées concernant ces mêmes clins, des demandes de documents, des consultations géologiques, des évaluations du marché minier. Toutes provenaient d'un cabinet d'avocats de Denver, Blackwood Sterling et Associates.
Margaret sentit son sang se glacer. 6 mois. Exactement le moment où Harrison avait intensifié sa pression pour qu'elle vende. Et si son entreprise travaillait avec cette firme? Murmura-t-elle. L'idée s'imposa brutalement, Harrison savait. Ou, du moins, il soupçonnait la valeur réelle des terres. L'offre généreuse, les visites répétées, les avertissements déguisés, tout prenait désormais un sens sinistre. Samuel, la mâchoire crispée, posa la question que Margaret n'osait formuler. Maman, s'il sait que nos droits miniers valent des millions, alors il essaie de voler notre héritage. Elle le regarda, le cœur serré mais gonflé d'une détermination nouvelle. Il avait raison. Que faisons-nous maintenant? Demanda-t-elle. Dr. Wells referma les registres avec une expression ferme et protectrice. Maintenant, Margaret, nous faisons ce que Jeremiah Stone a voulu. Nous revendiquons légalement ce qui vous appartient. Nous protégeons ses droits. Et nous empêchons quiconque d'exploiter votre famille. En quittant le palais de justice, Margaret se sentit étrangement différente. Comme si le brouillard de toutes ces années s'était enfin dissipé. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie venait de basculer. Elle n'était plus une propriétaire de moulin menacée par les dettes. Elle n'était plus une femme acculée par les offres pressantes d'un homme d'affaires. Elle était l'héritière d'un empire minier oublié. La dépositaire d'un héritage conçu pour durer. Et la mère d'un garçon qui, lui aussi, semblait destiné à porter le nom Stone avec force et fierté. Le combat qui s'annonçait serait difficile. Harrison n'abandonnerait pas facilement. Mais désormais, Margaret savait exactement pourquoi et pour qui elle se battait. Pour leur terre. Pour leur liberté. Pour leur histoire. Et pour l'avenir que Jeremiah Stone avait prévu bien avant eux. Il avait été un visionnaire, un homme qui avait entrevu un avenir que personne autour de lui n'aurait osé imaginer. En secret, avec la patience et la rigueur des bâtisseurs de légendes, il avait assuré la prospérité de sa famille pour plusieurs générations. Ce qui avait commencé comme une simple chasse au trésor déclenchée par la découverte fortuite d'une lettre dissimulée et oubliée s'était transformé en une révélation bouleversante. Il ne s'agissait plus seulement d'or et d'argent méticuleusement cachés dans des caches souterraines. C'était bien plus vaste, plus profond, la famille Stone détenait des droits et des ressources capables de modifier non seulement leur propre destin, mais l'équilibre économique tout entier de la vallée de Pine Ridge. Face à cette vérité inattendue, la menace du délai imposé par Harrison s'effaçait peu à peu, perdant son caractère oppressant. Ce qui auparavant ressemblait à une avancée menaçante prenait désormais l'allure étrange d'une opportunité mal déguisée. La prochaine fois qu'il appellerait pour exiger une réponse, Margaret serait prête armée d'une connaissance capable de renverser complètement la dynamique du pouvoir. Le trajet de retour vers la vallée se déroula dans un silence chargé d'introspection. Margaret, au volant, sentait son esprit tourbillonner sous le poids des implications de ce qu'il venait d'apprendre au tribunal. Chaque page photocopiée, chaque annotation faite par les mains soigneuses de son fils ou celle plus experte de Dr. Wells, ouvrait des portes qu'elle ignorait jusqu'alors. À côté d'elle, Samuel s'appliquait à organiser les documents, les classant par date, par piste, par hypothèse. Une sorte de fièvre méthodique brillait dans ses yeux. Derrière eux, Dr. Wells relisait ses notes, aussi concentré qu'un général préparant une campagne stratégique. Ce fut elle qui brisa le silence lorsqu'ils contournèrent la dernière courbe avant d'apercevoir les premières maisons de Pine Ridge. À partir de maintenant, il faut avancer avec précaution, Margaret dit-elle d'une voix grave. Si Harrison et ses associés fouillent vos droits miniers depuis des mois, ils se sont forcément préparés à l'éventualité que vous découvriez la vérité. Margaret acquiesça, sentant sa prise sur le volant se raffermir. Et selon vous, que feront-ils maintenant qu'ils savent que nous savons? Le regard de Dr. Wells, reflété brièvement dans le rétroviseur, ne laissa place à aucune illusion. Tout dépend du montant en jeu. Et jusqu'où ils sont prêts à aller pour protéger leur investissement. À peine eurent-ils tourné dans l'allée de la propriété que Samuel, le front collé à la vitre, désigna quelque chose près du moulin. « Maman, il y a quelqu'un au bord de l'eau. » Le cœur de Margaret fit un bond dans sa poitrine. Là, près de l'ancienne roue du moulin familial, se tenait Thomas Harrison, les mains croisées dans le dos, observant la structure avec un calme qui avait quelque chose d'inquiétant. Mais il n'était pas seul. 2 hommes en costume coûteux, dont les silhouettes tranchaient avec le décor rustique, examinaient le terrain avec la précision froide de prédateurs évaluant un territoire à conquérir. L'un prenait des photographies, l'autre manipulait ce qui ressemblait à un appareil de mesure topographique.
Reste dans la voiture, Samuel, ordonna Margaret. Mais une lueur caractéristique dans les yeux du garçon annonçait déjà qu'il n'avait aucune intention de lui obéir. Dr. Wells posa une main rassurante sur son épaule. Souviens-toi, tu as l'avantage. Tu détiens des informations qu'ils ignorent encore. Et cela change tout. Margaret descendit du véhicule et s'engagea sur le petit chemin menant au moulin. Son cœur battait fort, mais ses pas demeuraient résolus. À mesure qu'elle approchait, Harrison se retourna, son sourire professionnel s'allumant instantanément. Un sourire trop rapide et surtout trop vide. Miss Stone. Quelle agréable surprise. J'espère que cela ne vous dérange pas si j'ai amené quelques collègues examiner la propriété. Ils représentent la société de développement dont je vous ai parlé. Les deux hommes n'étaient visiblement pas du coin. Le premier, un individu aux tempes grises élégamment taillées, avança pour lui serrer la main. Miss Stone, je suis Robert Blackwood, du cabinet Blackwood Sterling & Associates. Nous sommes très intéressés par votre propriété et serions ravis d'évoquer certaines opportunités prometteuses avec vous. Un frisson glacé remonta le long de la colonne vertébrale de Margaret. Le nom de ce cabinet, celui-là même qui avait consulté des documents sur les droits miniers de sa famille au tribunal ce matin. Quel genre d'opportunité ? Demanda-t-elle d'un ton neutre. Blackwood esquissa un sourire de diplomate. Eh bien, au-delà de l'offre généreuse que M. Harrison vous a déjà présenté, nous avons identifié un potentiel additionnel qui pourrait s'avérer avantageux pour toutes les parties. Le second homme, James Sterling, leva les yeux de sa tablette. Nos géologues pensent que cette zone pourrait présenter des perspectives de développement minier significatives. Nous serions prêts à augmenter notre offre initiale, mettons à $500 000 si vous acceptez d'inclure les droits miniers dans la vente. Le calme de Margaret se fissura presque, tant la situation frisait l'absurdité. $500 000 pour des droits potentiellement évalués en dizaines de millions. Il tentait de la dépouiller avec une audace presque insultante. Mais elle se rappela les mots de Dr. Wells, l'information est un pouvoir. C'est intéressant, répondit-elle tranquillement. Mais je devrais d'abord vérifier quels droits miniers existent réellement. Un bref éclat d'alarme traversa les regards des deux hommes. Bien sûr, répondit Blackwood. Toutefois, notre offre est sensible au facteur temps. Les conditions du marché. Harrison intervint alors, sa voix mielleuse prenant une teinte d'impatience. Miss Stone, vous traversez des difficultés financières depuis des années. Cette proposition représente une sécurité que vous ne retrouverez peut-être jamais. À cet instant précis, Samuel arriva à grandes enjambées, son carnet contre la poitrine, des documents dépassant de sa pochette. Maman, est-ce que je leur montre les papiers des concessions minières qu'on a trouvées aujourd'hui ? Le silence qui suivit fut presque palpable. Blackwood perdit instantanément son vernis de contrôle. Sterling pâlit, ses doigts se crispant sur sa tablette. Quant à Harrison, son visage se vida de tout son sang. Des documents miniers ? Demanda Blackwood, sa voix soudain trop maîtrisée. Margaret, comprenant l'étendue du coup magistral de son fils, acquiesça calmement. Oui, nous explorons notre histoire familiale et il semble que mon arrière-grand-père ait été bien plus impliqué dans l'exploitation minière qu'on ne le pensait. Dr. Wells s'avança pour les rejoindre, son autorité naturelle renforçant la scène. Les droits miniers de la famille Stone semblent considérables. Nous en évaluons encore l'étendue précise. Les visages de Blackwood et Sterling se transformèrent en masques calculés. Harrison, lui, ressemblait à un homme spectateur de l'effondrement de son propre plan. Je comprends, dit finalement Blackwood. Les droits miniers sont complexes. Il serait prudent de vous entourer de professionnels. C'est exactement ce que nous allons faire, répondit Margaret avec un calme tranchant. Après un échange de formules polies, les hommes remontèrent dans leur véhicule, manifestement pressés de réévaluer leur stratégie. Lorsque la poussière retomba, Margaret, Samuel et Dr. Wells se retrouvèrent dans la cuisine, encore vibrants de ce qui venait de se passer. Ils savaient, dit simplement Dr. Wells. Ils connaissent parfaitement la valeur de vos droits et comptaient vous en priver. Samuel étudiait la carte de visite laissée par Blackwood. Maman, c'est bien le même cabinet qui fouillait nos dossiers aujourd'hui. Oui, confirma Margaret avec gravité. Ils ont attendu le moment où ils pensaient pouvoir nous contraindre à vendre. Ils ont étudié nos finances, nos vulnérabilités et planifié leur approche avec une précision presque clinique. Que fait-on maintenant ? Demanda Samuel.
Dr. Wells ne perdit pas une seconde. Maintenant, on équilibre les forces. Je contacte immédiatement un collègue spécialisé en droit minier. Vous avez besoin d'une protection juridique solide. Margaret sentit quelque chose naître en elle, un mélange d'assurance, de colère maîtrisée et d'un courage longtemps oublié. Pendant des années, elle avait affronté seule les dettes, les critiques, les regards condescendants. Mais maintenant elle savait. Elle n'était pas une femme désespérée accrochée à une ruine. Elle était l'héritière d'un patrimoine inestimable que d'autres tentaient d'arracher. Elle inspira profondément. Il y a encore quelque chose que nous devons faire. Samuel la regarda avec un mélange d'espoir et d'impatience. Quoi, maman? Margaret posa doucement la main sur le trésor de documents étalés devant eux. Nous devons terminer la carte au trésor de ton arrière-grand-père. Jusqu'au dernier emplacement. Jusqu'au dernier secret. Car désormais, elle en avait la certitude absolue. Le destin des Stone ne faisait que commencer. Blackwood et ses associés avaient proposé 500 000 $ pour des droits miniers qui en valaient plusieurs millions. Rien que ce chiffre suffisait à glacer le sang. Et s'ils étaient prêts à offrir une telle somme, que seraient-ils capables de faire pour empêcher la famille Stone de revendiquer l'héritage qui leur revenait de plein droit? Samuel comprit aussitôt la gravité de la situation, ses yeux brillèrent, non de peur, mais d'une compréhension lucide et précoce. Le dernier dépôt, murmura-t-il. Selon la carte, il restait un emplacement final à découvrir. Dr. Wells leva les yeux de ses appels téléphoniques. Qu'y a-t-il exactement à cet endroit? Margaret déplia la carte originelle qu'ils avaient trouvée dans le ruisseau, l'un des ultimes messages de son arrière-grand-père. D'après ses annotations, c'est là que se trouvent les documents mettre les papiers qui transfèrent officiellement tous les droits miniers à ses descendants. Alors c'est notre priorité absolue, déclara Dr. Wells avec fermeté. Nous devons les trouver avant que les hommes de Blackwood ne réalisent que nous n'avons pas encore le contrôle juridique complet. Margaret se tourna vers la fenêtre. Le vieux moulin se découpait dans le brouillard du matin, silhouette familière devenue soudain symbole de richesse, de pouvoir, et d'un héritage soigneusement protégé pendant plus de 80 ans. Tout ce que son arrière-grand-père avait anticipé prenait forme. Il avait imaginé ce moment, imaginé qu'un jour ses descendants devraient défendre leurs terres contre des pressions extérieures. Demain, ils trouveraient le dernier dépôt et revendiqueraient ce que Jeremiah Stone avait préparé pour eux. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Margaret sentit la peur reculer. Elle ne luttait plus pour sauver un passé qui s'écroulait, elle se battait pour assurer un avenir prospère qui appartenait à sa famille depuis des générations. L'aube se leva froide et grise sur la vallée de Pine Ridge, enveloppant les collines d'un voile laiteux. Margaret, elle, veillait depuis longtemps déjà. Appuyée au rebord de la fenêtre de la cuisine, elle regardait le moulin émerger lentement du brouillard, comme un géant qui s'éveillerait après un long sommeil. Sa tasse de café refroidissait entre ses mains, oubliée. Aujourd'hui déciderait de tout, l'avenir de sa famille, la validité de leurs droits, et leur capacité à tenir tête à une entreprise puissante et prête à tout pour s'approprier leurs terres. Samuel apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillé, son carnet serré contre lui. Malgré la tension, ou peut-être à cause d'elle, il émanait de lui une énergie nouvelle. J'ai étudié l'emplacement final sur la carte de grand-père, dit-il en étalant les documents sur la table. Cet endroit est différent de tous les autres. Margaret s'assit à côté de lui. Les symboles entourés par Samuel étaient complexes, détaillés, beaucoup plus que ceux des précédents dépôts. Qu'est-ce que ça signifie? Demanda-t-elle. Samuel passa son doigt sur les signes tracés à l'encre ancienne. Je crois que cet endroit nécessite de résoudre un casse-tête. Regarde, ces symboles renvoient à des éléments de construction du moulin. Et ces chiffres ce sont peut-être des mesures ou des coordonnées. Margaret sentit son cœur accélérer. Oui, son arrière-grand-père avait conçu une énigme plus élaborée pour le dernier dépôt. Les symboles faisaient référence aux meules, à la roue hydraulique, et même à des repères astronomiques et des positions du Soleil ou de la Lune alignées avec certaines parties du bâtiment. Il avait protégé ce qui comptait le plus, les documents maîtres. Un coup frappé à la porte interrompit leur réflexion. Emma se tenait sur le perron, accompagnée d'une femme élégante d'une 60aine d'années, portant un attaché-caisse et une assurance naturelle. Margaret, voici l'avocate Sarah Morrison, la sœur de Janet du tribunal. Elle est spécialisée en droit minier. Sarah Morrison avait roulé toute la nuit depuis Denver, alertée par Dr. Wells. Sa réputation d'infatigable défenseuse des propriétaires terriens la précédait.
Madame Stone, dit-elle en s'asseyant à la table, j'ai examiné vos documents préliminaires. Votre arrière-grand-père était d'une rigueur exceptionnelle. Margaret sentit un espoir naître. Pouvons-nous légalement revendiquer les droits miniers? D'après ce que j'ai vu, absolument. Les déclarations minières ont été correctement déposées et maintenues. La structure juridique du trust est solide mais il nous faut les documents maîtres pour finaliser la procédure. Sans eux, Blackwood pourrait contester votre droit en justice pendant des années. Samuel s'avança. Nous savons où ils sont cachés. Il faut juste résoudre le dernier puzzle. Morrison étudia la carte. Jeremiah Stone comprenait très bien la valeur de ces documents. Si les hommes de Blackwood ont enquêté pendant des mois, ils ont peut-être déjà essayé de les trouver. Un frisson parcourut Margaret. Vous croyez qu'il pourrait être tombé dessus? C'est possible. Mais au vu de la complexité des autres dépôts, je pense qu'il a conçu cet endroit final pour n'être déchiffrable que par sa famille. Emma, qui observait les symboles, intervint. Margaret, certains de ces signes ils me rappellent quelque chose. Ton père ne t'avait pas appris à lire les alignements saisonniers du moulin? Margaret sentit son souffle se couper. Oui. Petite, son père lui avait montré comment les fenêtres et ouvertures du moulin capturaient la lumière selon les saisons d'un savoir pratique, ancestral. Les marqueurs astronomiques, murmura-t-elle. Grand-père les a intégrés parce qu'il savait que ce savoir resterait dans la famille. Samuel calculait déjà des angles, des distances. Si on a raison, il faudra être au moulin à un moment précis pour que la lumière dévoile la solution. Morrison consulta sa montre. Nous disposons de combien de temps? Margaret se plongea dans les notes de son père. Vers 10 heures. Quand le soleil d'automne atteint l'angle qu'il a indiqué. Ils se préparèrent à partir. Soyez prudents, prévint l'avocate. Les hommes de Blackwood vous surveillent peut-être. S'ils devinent que vous êtes proche du but, ils pourraient agir. Margaret sentit sa détermination s'affermir. Alors il faut y arriver avant eux. Ils marchèrent vers le moulin ensemble, à travers la brume qui se dissipait lentement. Margaret portait la carte, Samuel son carnet, tandis qu'Emma et Morrison apportaient soutien moral et expertise juridique. Le dernier dépôt les attendait, caché quelque part dans l'architecture millimétrée du vieux bâtiment, protégé par une énigme que seule une lignée de meuniers pouvait déchiffrer. Margaret sentit le poids des générations peser sur elle non comme un fardeau, mais comme une force qui la poussait en avant. À l'intérieur, le moulin semblait différent. Les rayons du matin s'infiltraient par les fenêtres avec une précision troublante, créant des motifs lumineux sur les murs, les poutres, les pierres. Samuel mesurait les angles, les comparant aux symboles du puzzle. La lumière touche la meule de lait exactement comme indiqué sur la carte. D'après mes calculs, il faut attendre encore 15 minutes. Morrison surveillait l'entrée, attentive au moindre bruit. Emma, elle, observait l'ingénieux équilibre entre fonction et intention dans la conception du moulin. Votre arrière-grand-père était d'une intelligence remarquable, dit l'avocate. Il a créé un puzzle temporel accessible uniquement à ceux qui possédaient le savoir transmis dans votre famille. Margaret s'approcha du mur ouest. Son père lui avait appris à lire les ombres, à comprendre la chorégraphie de la lumière sur la pierre. Lentement, les ombres se déplacèrent et révélèrent des marques gravées dans le sol fines, anciennes, invisibles jusqu'à cet instant. Samuel, viens voir. Les marques formaient une flèche pointant vers une section du mur ouest, identique en apparence aux pierres voisines. Quand le soleil atteindra la position indiquée, quelque chose sur ce mur va s'illuminer, dit Samuel. Ils attendirent en silence, chaque seconde lourde comme une pierre. La lumière avançait lentement, inexorable. Le moment approchait. Celui où l'héritage de 4 générations allait enfin se révéler. Alors que l'après-midi avançait, une tension presque sacrée emplissait le vieux moulin. Emma et Morrison observaient en silence, conscients qu'ils n'étaient plus qu'à quelques minutes d'un triomphe tant attendu ou d'une déception capable de briser des générations d'espoir. C'est alors que Samuel poussa un cri soudain, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Un mince rayon de soleil venait de traverser l'une des fenêtres inclinées du moulin, un alignement si précis qu'on aurait cru que l'architecture elle-même attendait ce moment depuis plusieurs décennies. Ce faisceau, guidé par la géométrie millimétrée du bâtiment, se posa sur une petite section du mur occidental. Sous cette lumière parfaite, un symbole jusque-là invisible se révéla lentement. Gravé si finement dans la pierre qu'aucun œil humain n'aurait pu le repérer sans cette illumination particulière,
il semblait émerger des profondeurs même du mur. Margaret s'approcha, fascinée. Elle reconnut immédiatement l'emblème ancien qu'ils avaient déjà vu ailleurs, une marque associée à son arrière-grand-père, mais celui-ci était bien plus complexe. Autour de la gravure principale se déployaient d'autres motifs, presque imperceptibles, comme une carte codée attendant depuis des décennies que les bons héritiers en comprennent le langage. « C'est magnifique », murmura Emma, émue de voir l'œuvre se dévoiler dans la lumière dorée du soleil. Samuel, plus fébrile que jamais, consulta une dernière fois la carte puzzle qui les avait guidés jusque-là. Selon les instructions de grand-père Jérémia, ce symbole doit nous montrer l'accès à la dernière cache. Margaret scruta chaque courbe, chaque ligne du dessin sculpté. Certaines parties semblaient indiquer des points de pression, d'autres évoquaient une séquence de gestes à effectuer. Elle posa la main sur la pierre froide et, suivant l'ordre suggéré par le motif, pressa successivement plusieurs zones. Un grondement sourd se fit entendre. Le mur vibra. Devant leurs yeux ébahis, un PAN de pierre d'environ 1 mètre s'enfonça lentement, comme mu par une mécanique secrète enfouie dans les fondations du moulin. Morrison en resta bouche bée. Votre arrière-grand-père avait un génie d'ingénieur. Concevoir un mécanisme capable de fonctionner parfaitement après 80 ans, c'est incroyable. Derrière la paroi, une chambre creusée dans le socle même du moulin apparut, préservée grâce au climat sec des montagnes et au savoir-faire de Jérémia Stone. Plusieurs caisses en bois reposaient là, ainsi qu'un épais paquet de documents soigneusement enveloppés dans du cuir huilé. Les mains de Margaret tremblaient lorsqu'elle ramassa le précieux paquet. Sur le cuir était imprimé le sceau familial, accompagné d'une note calligraphiée de la main même de Jérémia, à mes descendants qui auront prouvé être dignes de cette confiance. À l'intérieur se trouvaient les documents que Morrison recherchait depuis des semaines, actes de transfert officiel des droits miniers, accords mis à jour, relevés géologiques détaillant l'étendue complète des revendications minières de la famille Stone. Ces documents sont parfaits, souffla l'avocat, soulagé. Avec ça, votre propriété des droits miniers est absolument incontestable. Mais Samuel, fouillant avec la curiosité caractéristique des jeunes esprits, découvrit un élément encore plus stupéfiant. Enveloppé dans de la soie se trouvait un rapport géologique moderne. Pas daté de 1940, mais d'il y a seulement 3 ans. Maman, regarde ça. Margaret déroula le document. Le logo officiel du Colorado Geological Survey s'étalait en tête de page. Le rapport évaluait l'ensemble des dépôts minéraux de la région, notamment ceux correspondant exactement aux droits revendiqués par Jérémia Stone. Elle lut à haute voix, la voix étranglée, estimation de valeur entre 12 et 18 millions de dollars, selon les prix actuels des métaux précieux et des éléments de terre rares. Le silence s'abattit dans la chambre. Margaret, longtemps accablée par les dettes et les doutes, n'était plus une simple propriétaire de terrain. Elle était désormais détentrice de droits miniers valant plusieurs fortunes. Comment grand-père a pu obtenir un rapport d'il y a 3 ans? Demanda Emma, troublée. Morrison inspecta le document. Ce n'est pas lui qui l'a placé ici. Quelqu'un d'autre est venu récemment. Quelqu'un qui voulait que vous compreniez la véritable valeur de ce que vous possédez. Une intuition glacée parcourut Margaret. Dr. Wells, elle a dû mener ses propres recherches et nous laisser ce rapport. Un bruit de moteur les interrompit. Par les fenêtres du moulin, ils aperçurent plusieurs véhicules approcher, la berline d'Harrison et 2 SUV inconnus. Il est temps de partir, déclara Morrison. Nous avons ce pourquoi nous sommes venus. Maintenant, ces documents doivent être mis en sécurité. Margaret jeta un dernier regard à la chambre secrète. Jérémia ne lui avait pas seulement laissé une fortune. Il lui avait laissé les moyens de protéger cette fortune de ceux qui auraient voulu la lui arracher. 6 mois plus tard, le son du moulin restauré résonnait de nouveau dans toute la vallée. L'eau claire de Clear Creek tournait la grande roue de bois, et cette mélodie longtemps oubliée redonnait vie aux montagnes environnantes. Debout sur le porche, Margaret observait la roue tourner avec une émotion qu'elle n'aurait su exprimer. L'endroit, autrefois décrépit, était désormais une fière bâtisse restaurée, devenue à la fois moulin en activité pour les agriculteurs locaux et centre éducatif accueillant des visiteurs venus de tout le Colorado. Samuel surgit de l'intérieur, vêtu de vêtements couverts de farine et arborant le sourire de quelqu'un qui trouve sa place dans le monde. À 13 ans, il était devenu l'expert non officiel du moulin, capable d'expliquer engrenages, meules et systèmes de transmission à n'importe quel touriste ébahi. Les nouvelles meules fonctionnent parfaitement, annonça-t-il. La farine de M. Peterson est la meilleure qu'il ait jamais produite. Margaret sourit,
se rappelant les nuits d'angoisse qu'elle vivait encore 6 mois plus tôt. La bataille juridique contre Blackwood avait été rapide et décisive grâce aux documents de Morrison. Face aux preuves irréfutables de la propriété des Stone, les investisseurs avaient reculé. Harrison avait disparu de la circulation après avoir quitté la banque. « Tu as des nouvelles de Dr. Wells ?» demanda Samuel. Margaret consulta son téléphone. Grâce à Dr. Wells, la vallée avait fondé une société historique dont le siège se trouvait désormais au Moulin. « Oui, dit-elle. La société historique a approuvé le projet de sentier du patrimoine minier. Ce sentier, imaginé par Margaret, relierait le moulin à plusieurs anciens sites miniers, permettant aux visiteurs de découvrir l'histoire géologique et humaine de la région. » Tandis qu'elle parlait, Emma apparut sur le chemin, un panier à la main et un sourire lumineux. « Les réservations de septembre sont complètes, » annonça-t-elle. 3 groupes scolaires, 2 visites de sociétés historiques, et même un groupe d'étudiants en géologie. Le moulin, jadis objet de commérage et de moquerie, était désormais un pilier économique et culturel. Les familles autrefois critiques y envoyaient leurs enfants apprendre l'histoire de la vallée. Le lieu offrait des emplois et nourrissait une fierté collective nouvelle. « Il y a autre chose, » ajouta Emma. « Harrison est passé ce matin. » Margaret leva un sourcil. Harrison, qui avait quitté son poste après les révélations accablantes, cherchait désormais un simple emploi. Il voulait s'excuser et demander s'il y aurait du travail pour lui ici. Apparemment, sa réputation dans la finance est ruinée. Samuel fronça les sourcils. « Tu crois qu'on peut lui faire confiance ?» Margaret réfléchit. L'exploitation minière, menée en partenariat avec des entreprises responsables, rapportait désormais des revenus considérables, tout en préservant l'environnement. Oui, la confiance était précieuse. « Tout le monde mérite une deuxième chance, » dit-elle doucement. Mais la confiance, elle, doit se gagner. À cet instant, Dr. Wells arriva, rayonnante malgré son âge avancé. « Margaret. J'ai une merveilleuse nouvelle. La Société historique du Colorado veut raconter votre histoire dans sa publication annuelle. Ils appellent ça le secret du meunier, comment une famille a préservé l'histoire des montagnes. » Une chaleur douce envahit Margaret. L'héritage de Jérémia allait inspirer d'autres familles, leur rappelant qu'un patrimoine ne se vendait pas au premier acheteur venu. Alors que le soleil déclinait derrière les sommets, Margaret rejoignit la grande roue. Samuel, fidèle à ses côtés, leva les yeux vers elle. « Tu crois que grand-père savait que tout ça arriverait ?» Elle respira profondément, écoutant le murmure de l'eau et le cliquetis du mécanisme. « Je crois qu'il savait que si ses descendants étaient dignes de sa confiance, il saurait honorer le passé tout en construisant l'avenir. » Samuel hocha la tête, puis sortit une lettre de sa poche, découverte le matin même. « Maman, je crois qu'il nous a laissé une dernière énigme. » Margaret éclata de rire, son cœur léger comme l'eau du ruisseau. Leur histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et dans le crépuscule naissant, la roue du moulin tournait encore, portant avec elle la mémoire des générations passées et la promesse de celles à venir.